Bonjour, comment ça va? Est-ce que vous avez la pêche? Comme d'habitude, hop, vous me voyez faire un move un peu étonnant, c'est juste le temps de brancher mon retour, parce que je ne teste pas mon retour avant de démarrer le live, parce que je ne suis pas un professionnel. Je suis content de vous lire dans le chat, il y a Yann. Ah, merci Erwan pour le follow. Salut One Bugman, salut Pitvi, salut Gaspard, vous êtes là? Ah, vous avez vu, j'ai trouvé de la bonne musique ce matin. La musique de Road 96 que j'ai regardé hier soir. Enfin, j'ai regardé, ça. C'est un jeu, donc j'ai pas regardé, mais j'ai regardé Antoine Daniel y jouer. Et donc, du coup, forcément. Et je me suis dit, bah, tiens, ça ferait une bonne déo pour le lendemain. Donc, me voici. Salut Mopral, salut à tous. Ah là là, que de choses, mes amis. Hmm. Tous les lundis matins, c'est vraiment une grosse question, c'est à quel point je vais réussir à me lever, quoi. C'est vraiment compliqué en ce moment. Je suis de plus en plus décalé. Mais bon, au final, on réussit à être là, hein. Donc bon, je vais pas m'en plaindre, comme dirait l'autre. Salut Amicia. C'est bien, je vous vois régulièrement. On s'est trouvé un petit groupe, yo Flork, un petit groupe de gens qui se... Salut Jonathan, un petit groupe qui se retrouve tous les lundis matins. C'est bien, moi, c'est le plus important. Je vous ai toujours dit que l'une des raisons principales pour lesquelles... Squelette Mou, je fais ce truc-là. Ah, par contre, j'ai juste baissé un peu parce que c'est très bien, mais c'est un peu trop fort. Non, enfin, celle-là, je vais la passer, je pense. L'une des raisons pour lesquelles je fais ce live du lundi matin, c'est pour me forcer à me réveiller et pour faire quelque chose de tout ce temps que je passe sur Internet, à lire des trucs et à voir des articles intéressants. Vous l'avez vu, au final, la formule évolue un peu dans le sens où finalement je traduis plus trop en amont parce que ça prend trop de temps et parce que final les traductions automatiques faites par Google suffisent. Mais moi je ne désespère pas réussir un jour à me remobiliser un peu de temps en temps pour faire des traductions, je vais pas dire à la main parce que ça n'a jamais été fait à la main, mais en tout cas un peu plus précises en amont. Mais dans tous les cas, j'espère que ça vous plaît. Point d'article de temps en temps, voilà, c'est ça l'idée. Au moins qu'on ait des articles clés. En attendant, moi je me dis toujours que on peut se débrouiller et on peut voir des trucs cool. Et c'est assez libérateur de savoir que au pire, même si je trouve un truc à l'arrache, je peux toujours aller le traduire euh, via Google Translate. C'est ce qu'on va faire ce matin encore. Euh, News sur la blockchain. Normalement, il n'y en a pas ce matin. J'ai pas de news sur la blockchain ce matin. On va pas se déchirer, si j'ose dire, sur ce sujet. Yo, Human Bomb. Et donc, salut, Gelato. Non, j'ai trouvé plein de trucs ce matin intéressants. Sur plein de trucs que j'ai trouvé. Alors, je pense qu'on va pas avoir l'occasion de tout voir, mais j'ai plein de petits articles cool. Et j'ai même pas eu besoin encore de taper dans Next Impact. N'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs à Next Impact. Je le dis à chaque fois, mais soutenez la presse indépendante. Il y a plein de choses chouettes à voir. Enfin, à voir. À soutenir sur la presse indé en France, donc n'hésitez pas. Mais voilà, non, là, on a plein de petits trucs cool que j'ai trouvé qui m'ont plu et que j'aimerais vous partager, donc ça va être chouette. Donc voilà, on verra. Alors, je crois que j'ai tellement diminué que vous l'entendez quasiment plus. Comme vous entendiez un peu la musique en fond. Voilà. Alors. Bon, mes chers amis, on va commencer sans trop attendre. Euh, Salut Captain Peloche. Ah, je suis content. Il y a aussi des nouveaux. Enfin, des nouveaux. Captain Peloche, je le connais de longue date, mais tu as eu l'occasion d'effectivement nous rejoindre. Bon, alors donc, nous allions... Ouais, je voulais vous commencer par un truc dont je saoule à peu près l'univers avec. Euh, et, euh, et je pense que ça vaut le coup un peu qu'on en parle. Attendez, excusez-moi, je translate toujours. Tac. Google Translate, paf. Voilà. Hop. Alors, du Ars Technica, parce que vous savez que j'aime bien Ars Technica, j'aime bien ce qu'ils font. J'aime bien leur démarche, je suis assez confiant sur ce qu'ils font aussi. Hop.
Attendez, juste je prends encore quelques secondes pour organiser un peu. Salut Trahan, salut tout le monde, salut, bienvenue Trahan sur Twitch, enfin sur ma chaîne Twitch plutôt, parce que je pense que tu as été sur Twitch par ailleurs. Tac. Paf paf paf. Clac. Et clac. Par contre j'ai un vieux bruit parasite. Attendez juste un petit instant. Je résous juste mon petit vieux bruit parasite qui me perturbe. Je suis à vous. Ah là là, le bruit parasite nul là. Pourquoi j'ai ce bruit là? Ah, mieux. Presque. Quel enfer. J'ai un vieux câble jack un peu pété entre deux appareils qui me fait mon retour. Et en gros, j'avais un vieux. J'aurais cru écouter un live, un vinyle en direct. Bon, le vinyle, c'est marrant 5 minutes, mais quand c'est vraiment un vinyle, quoi. Quand c'est juste ton retour, c'est un peu frustrant d'entendre ça. Bref, mes amis, on va commencer par une première news que voici. Landmark key rules will finally put regulation of big tech on the test. Updated. En plus, elle a été updated depuis que j'avais vu l'article, donc ça tombe bien. Ce qui signifie... Des règles européennes historiques mettront enfin à épreuve la réglementation des big tech mise à jour. Et c'est de ça dont je vais vous parler. J'ai encore un petit bruit parasite, mais bon, je pense que ça va passer. De Ashley Bélanger. Ashley Belanger, qui a été traduit par Ashley Bélanger. Voilà. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'on se partage ensemble des bizarreries de traduction de Google Trad qui n'ont aucun sens, hein, puisqu'on sait bien que Google Trad fait n'importe quoi des fois, et c'est pour ça que c'est pratique d'avoir un humain qui comprend de quoi on parle à la base. Bonjour, je sers à ça. Entre autres. En plus de vous faire la narration ce matin. Garder les géants de la technologie comme Apple ou Google sous contrôle est une priorité absolue. Imaginez un monde en ligne où ce que veulent les utilisateurs compte et où l'interopérabilité règne. Les amis peuvent choisir l'application de messagerie qu'ils aiment et discuter de manière transparente entre les applications. Toute application préinstallée peut être supprimée sur n'importe quel appareil. Les entreprises pourraient enfin accéder à leurs données Facebook et les petites entreprises technologiques pourraient être mieux placées pour concurrencer les géants. Big Tech pourrait même faire face à des conséquences pour ne pas empêcher le vol d'informations personnelles. J'avoue qu'avec du Road 96 en fond, c'est pas mal. Alors que les États-Unis s'efforcent d'adopter une législation pour protéger les consommateurs d'Internet, dans l'UE, ces idéaux pourraient devenir réalité au cours des prochaines années. Les législateurs de l'Union européenne ont adopté aujourd'hui des règles historiques pour freiner le pouvoir des géants de la technologie tels que Alphabet, Amazon, Apple, Facebook et Microsoft, établissant un groupe de travail pour réglementer les pratiques commerciales déloyales dans les big tech. Donc, on est sur un truc dont vous avez sans doute entendu parler déjà, hein, qui s'appelle le DMA-DSA. Amazon a déclaré que la société prévoyait d'évoluer avec le paysage réglementaire européen et de revoir ce que la nouvelle législation signifie pour Amazon, ses clients et ses partenaires. Aucune des autres entreprises Big Tech mentionnées n'a immédiatement répondu à une demande de commentaire pour cette histoire. Mise à jour. Microsoft a refusé de commenter. Meta a déclaré qu'il soutenait l'ambition d'une nouvelle réglementation sur les services numériques et prévoyait de travailler avec les régulateurs européens pour se conformer aux nouvelles règles. Apparemment, Google n'a pas répondu. Apple non plus. C'est dommage, c'est deux des entreprises qui sont peut-être les plus touchées par tout ça. On ne sait pas exactement à quel point ces nouvelles réglementations, la loi sur les marchés numériques et la loi sur les services numériques, seront difficiles à appliquer. Les critiques disent que peu de choses vont changer, arguant que les géants de la technologie pourront facilement se permettre des amendes massives pour des violations de DMA ou les violations de DSA, qui sont Digital Market Act et Digital Service Act, ces deux nouvelles réglementations qui vont arriver au niveau européen.
et à environ 80 membres, le groupe de travail DMA est trop petit pour surveiller la conformité de la Big Tech. Une fois publiés au journal officiel de l'Union européenne, les 2 actes entreront en vigueur, la DMA s'appliquant après 6 mois. 6 mois, c'est pas beaucoup, hein, c'est littéralement la fin de l'année. Le DSA fonctionne un peu différemment, elle s'appliquera à tous les fournisseurs de services numériques après 15 mois, ou à partir du 1er janvier 2024, selon la date la plus tardive. Mais pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne, la conformité sera imposée après seulement 4 mois. Il est possible que les réglementations de l'UE et tout problème d'application qui pourrait survenir influent la manière dont les États-Unis abordent la réglementation des big tech à l'avenir. Mais cette décision est susceptible d'avoir un impact sur des millions d'utilisateurs mondiaux selon la manière dont ou si les entreprises agissent pour rester en conformité. C'est ce qu'on appelle aussi le Brussels Effect, l'effet Bruxelles, qui en gros, quand l'Union européenne, donc c'est pour ça qu'on dit Bruxelles, impose des réglementations, souvent en fait ça améliore le quotidien de tout le monde parce que ça coûte trop cher de faire des choses spécifiques à l'Union européenne. Et vu que l'Union européenne est un peu trop grosse pour s'en passer en tant que marché, eh bien les grosses entreprises qui se modifient entre guillemets pour respecter les règles européennes le font potentiellement pour le monde entier. Parce que il y a personne qui, il y a pas de pays qui vont dire ouh là là, vous êtes trop respectueux des utilisateurs. Non, ça marche pas comme ça. Donc voilà. Alors, des règles plus strictes pour les gardiens, gatekeeper en anglais. Monsieur Connu, connu sous le nom de paquet sur la loi sur les services numériques, Digital Service Act, DSA, les nouvelles règles ont été proposées pour la première fois en 2020. Le paquet vise à mieux protéger les personnes dans toute l'UE qui utilisent les services numériques à la fois pour les affaires et le plaisir, dans le but de créer un espace numérique plus sûr où les droits fondamentaux des utilisateurs sont protégés et d'établir des règles du jeu équitables pour les entreprises. Cela commence par la reprise du pouvoir par le DMA des soi-disant gardiens des sociétés big tech comme Apple, Google ou Meta, ce qui semble limiter l'innovation en contrôlant la façon dont les utilisateurs achètent et parlent en ligne. Les évaluations d'impact des 2 lois expliquent en détail pourquoi il est nécessaire de cibler les très grandes plateformes en ligne pour une application plus stricte, afin d'ouvrir la voie aux petites entreprises technologiques pour stimuler davantage l'innovation et d'offrir plus de choix aux utilisateurs. Les autres objectifs de la réglementation incluent la prévention de la propagation de la désinformation et la vente ou le commerce de biens illégaux en ligne. Cependant, tout le monde n'est pas optimiste sur le fait que les réglementations de l'UE fonctionneront de manière adéquate pour diminuer la domination des big tech. Dans un communiqué, la directrice générale adjointe de l'Organisation européenne des consommateurs, Ursula Pacl, a averti que si le nouveau groupe de travail de la DMA n'engage pas les experts dont il a besoin pour surveiller les pratiques des big tech sur le marché, la législation pourrait être entravée par une application inefficace. En gros, j'ai envie de dire, c'est un peu comme, je suis un peu trollesque en disant ça, mais c'est un peu l'esprit, c'est un peu comme on a des lois de consommation relativement protectrices en France. Le problème, c'est qu'on a 4 personnes et demie par département pour faire la répression des fraudes. Donc du coup, c'est un peu... voilà, c'est bien sur le papier, mais c'est dommage, quoi. À un moment, il faut aussi mettre les moyens qu'il faut. Et donc, il y avait pas mal de gens qui se sont dit, est-ce qu'ils essayent pas de nous la mettre à l'envers en mettant pas de moyens en face, voilà. Donc bon, c'est pas si simple. Où est-ce qu'on en est? Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, d'ailleurs, je veux bien que vous me disiez si vous entendez la musique ou pas. Évidemment, en replay, vous n'entendez pas la musique, parce que pour des raisons de droit, c'est plus facile de couper toute musique directement du replay, mais n'oubliez pas que vous pouvez mettre un pouce bleu et que ça activera la musique. Non, mais bref. De toute façon, au pire, si vous voulez vraiment écouter ce qu'on écoute, vous écoutez la BO de Road 96 qui est actuellement en ligne. On entend le volume est bon, bah c'est super. Nickel. Alors, le directeur de la politique internationale de l'Electronic Foundation nous dit « Nous pouvons nous attendre à un modèle d'application de la co-régulation hautement politisé avec un rôle peu clair des agences gouvernementales, ce qui pourrait créer de réels problèmes », a déclaré Christophe Schmon, directeur de la politique internationale de l'Electronic Foundation. En gros, c'est la quadrature du net américaine. C'est plutôt l'inverse dans les faits, mais voilà, vous avez compris.
Yo, 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 yo. Yo, Dadideo. Le respect de la charte des droits fondamentaux de l'UE et l'inclusion des groupes de la société civile et des chercheurs seront cruciaux pour garantir que le DSA devienne un modèle positif pour la législation en dehors de l'UE. Dans le passé, Big Tech s'est avéré doué pour contourner des lois difficiles à appliquer. L'année dernière, la Federal Trade Commission des États-Unis a rapporté que des entreprises comme Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon et Apple ont passé la dernière décennie à exploiter la richesse, enfin leur cash, pour dominer les rivaux et contourner les lois conçues pour accroître la concurrence. Donc comme vous voyez, ça revient sur un truc dont on avait parlé, il me semble, la semaine dernière. N'oubliez pas d'ailleurs, j'en fais la petite promo à chaque fois, mais c'est pas con, puis là ça me permet de savoir pour être sûr, que vous pouvez toujours retrouver sur lundi.dev les anciens épisodes, et il me semble que voilà, c'était il y a 2 semaines où on a parlé de Apple is not defending browser engine choice, c'était un très long blog post sur pourquoi, selon cette personne, Apple ne se bougeait pas assez sur la diversité des navigateurs en ligne, et en fait ça fait référence au fait que bientôt Apple sera obligé de laisser passer des autres navigateurs que Safari sur iOS dans le cadre de cette loi. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui sont en préparation au niveau de l'Union Européenne. J'aime bien vous parler de ça, parce que DSA, DMA, en fait, c'est 2 énormes textes très importants. Et en vrai, on n'en parle pas assez, je trouve, en France, parce que ça paraît technique, c'est un truc européen, machin, bon voilà. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut peut-être que je parle des Uber Leaks un peu plus tard, si vous n'êtes pas au courant, même si je pense qu'on va beaucoup en parler, mais quand même, il faudra que je vous lise un bout de ce qui a été fait chez France Info à ce sujet. En attendant, c'était le premier point, oulala, les lois, etc. De quoi je vais vous parler maintenant Je vais vous parler un peu technique, histoire de changer, j'essaie de varier un peu, qu'on ait un peu de technique, un peu de légal, environnement, etc., un peu de technique, etc. Je vais vous parler un peu de technique. C'est vrai, Uban Bomb, je suis complètement d'accord avec toi. Il est fort probable que ce soit comme le RGPD, les gens vont se réveiller au dernier moment. Je pense que là, par contre, vu que ça ne touche que les grosses boîtes, ça la particularité du DMA, c'est que ça ne touche vraiment que les boîtes avec plus de 40 millions d'utilisateurs sur le sol européen, etc. Je pense quand même que les grosses boîtes ont à peu près ça sur le viseur, et vu les pénalités potentielles, je pense qu'elles vont se bouger quand même. Je vais vous montrer un effet rigolo. Un effet CSS rigolo, et on va regarder comment il est fait. Pouf. Est-ce qu'on le traduit? Allez, on va essayer de le traduire avec Google. Là, par contre, je pense que ça va être nul à chier la traduction, mais bon. Allez, hop. Hologramme, fuite de lumière et comment créer les shaders CSS uniquement. Alors, je le sous-estime peut-être un peu, mais WebGL est un gros problème. Il vous suffit de passer 5 minutes sur l'un des nombreux sites de récompense de design pour voir, site après site, s'appuyer pleinement sur la puissance de Canva. Des outils comme 3JS apportent la puissance de la 3D et des shaders GLSL. Donc ça, vous savez, c'est... Alors, donc Canva, vous savez, si vous ne le savez pas, je vous l'explique, c'est un élément que vous insérez dans une page HTML qui est en gros, comme le nom l'indique, un canvas, c'est-à-dire un espace que vous pouvez contrôler de manière programmatique, donc via JavaScript, pour y dessiner ce que vous voulez avec des API de base, donc faire des traits, faire des ronds, etc. Pour la 2D, et pour la 3D, vous avez accès à un contexte OpenGLES via une abstraction qui s'appelle WebGL. Et donc avec ça, vous pouvez faire normalement, techniquement, quasiment ce que vous voulez en termes de 3D. Et donc il y a des gens qui s'amusent à faire des trucs très cool, et notamment avec des shaders GLSL. Donc GLSL, c'est le GL Shader Language, donc c'est un langage particulier pour faire des shaders. Les shaders étant ces petits programmes, on va y arriver petit à petit, les petits programmes qui permettent de faire, à la base shaders c'était pour les ombres, mais en fait ça permet de faire des effets visuels. Voilà, c'est ça, l'esprit c'est ça. Et donc, ce monsieur, il dit, en fait, je commence à en avoir marre, parce qu'à chaque fois que je vais sur des gros sites, enfin des sites qui sont primés en termes de design, et en fait, j'utilise des shaders GLSL, etc., etc. Et donc, c'est un peu frustrant, parce que immédiatement, ça utilise, entre guillemets, l'artillerie lourde, c'est-à-dire, voilà, de tout prendre en main en JavaScript pour tout faire, etc. Cela m'a fait réfléchir... Je vais y arriver. Cela m'a fait réfléchir cependant, pourquoi laisser JS s'amuser? Ça ne veut pas dire quelque chose en français? Si, ouais.
Pourquoi seulement JS pourrait s'amuser? Avec Mix Blend Mode, qui a enfin une large prise en charge par les navigateurs, nous avons désormais accès à la plupart des techniques de shading, enfin d'ombrage, c'est de shader, les plus courantes en CSS. Avec quelques images de choix et un peu de superposition soigneuse, il est possible de créer des effets étonnamment de haute qualité sans avoir besoin d'introduire du JavaScript. Ça peut être marrant si vous voulez vous amuser un peu avec ça, s'amuser des fois avec quelques trucs de CSS pour réussir à faire des effets un peu badass. Moi, j'ai toujours un petit côté fascinant, je trouve. Prenons un exemple. Lorsque vous faites défiler l'image ci-dessous, la lumière du soleil fleurit d'un orange chaud avant de s'estomper en un bleu froid. Vous verrez également brièvement d'un bokeh d'objectifs. Alors, regardons si ça marche. On scroll. Ouais, regardez là. Oh, il y a une belle lumière. Et là, oh, regardez la lumière, elle bouge. Vous avez vu ou pas? C'est léger, hein. Je vous le remontre. Regardez. Regardez au niveau de la lumière. Vous voyez un peu ou pas? Je sais pas si ça se voit bien en stream, n'hésitez pas à me dire dans le chat. Ça fait un peu genre, dites-moi dans le chat, mais en vrai, j'ai besoin de savoir si ça se voit bien. Vous voyez, une sorte d'effet un peu hologrammesque. C'est marrant, non? Et ben, comment il fait ça? Bon, regardez. Il y a un petit côté carte Panini, je trouve. Alors, c'est mieux quand je scrolle vite, évidemment, hein, mais je trouve ça assez élégant comme technique. Qu'est-ce qu'un shader CSS? C'est pas vraiment un shader, vous allez voir. Les shaders dans le monde WebGL sont des scripts GLSL complexes qui déterminent comment chaque pixel individuel est rendu à l'écran. Nous n'avons pas toujours ce niveau de contrôle dans notre CSS puisque, donc, à son niveau le plus basique, notre shader CSS est juste une image avec des couches d'images d'arrière-plan supplémentaires au-dessus. Oui, je prends quelques libertés avec le nom, mais avec une utilisation prudente des dégradés, du masquage, de l'imbrication et de Mix Blend Mode, nous pouvons gérer la façon dont ces calques interagissent les uns avec les autres et avec l'image au bas de la pile. Afin de visualiser cette structure de base, l'exemple de shader ci-dessus est configuré avec quelques divs imbriqués. Donc regardez, on a un div appelé div class shader, on a une image, donc qui est l'image tower en fond, une image qu'il a appelée specular, et une image qu'il appelle, enfin un div qu'il appelle specular, un div qu'il appelle mask. Voilà. Pour garder chaque calque aligné avec l'image à la base, nous gardons le contenu imbriqué positionné avec le CSS suivant. Donc le shader, il a mis un position relative pour créer un nouveau repère. Donc là on est en CSS évidemment. Overflow hidden pour que, évidemment, si ça dépasse, ce soit coupé. Backface visibility hidden pour des raisons de performance dont il va parler plus tard. Et donc sur shader layer, il a fait à chaque fois que ça prenne 100% de la taille de l'espace. Donc ça c'est un peu classique. Ok, avec la mise en page de base prise en charge, jetons un coup d'œil à la première couche de notre effet, l'éclairage. Simulation de spécularité. Tout d'abord, nous devons réfléchir à la façon dont la lumière se déplace du clair au foncé au travers la surface de notre image. Nous aurons besoin d'une zone de luminosité où la lumière est la plus intense, tombant progressivement dans l'obscurité à mesure que la lumière se dissipe. Nous allons le faire avec un dégradé. Donc là, il fait un dégradé CSS. Si vous imaginez regarder une surface brillante, la lumière qui se réfléchit... Alors attendez, si vous imaginez regarder une surface brillante, la lumière qui se réfléchit est connue sous le nom de réflexion spéculaire. Comment et où cette surbrillance apparaît dépend de la source de lumière, mais aussi de votre angle de vue. La surbrillance se déplace avec vous. Bien que notre dégradé soit beau, tout est un peu statique, nous devrons introduire un peu de mouvement pour vraiment vendre l'effet. Heureusement, il existe une propriété CSS vintage de niveau 1, donc vraiment une très vieille propriété CSS mais qui marche encore, qui peut vous aider. Si on définit Background Attachment Fixed sur Specular, ça signifie que lorsque la page défile, le dégradé reste verrouillé sur la fenêtre d'affichage du navigateur. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on faisait il y a très longtemps et que j'avais complètement oublié. Mais c'est du pur compositing, tout à fait, Captain Pelage. Cela apporte non seulement un mouvement indispensable à notre shader, mais ça signifie également que nous pouvons simuler très grossièrement l'angle de vue, changeant sans recourir à JavaScript. Donc pas besoin de bidouille, etc. Juste background attachment fixed, et en fait ça va rester... quand on va scroller, ça va rester pareil. Donc là on voit les deux dégradés, et là il a donc mis... regardez. Donc là c'est le dégradé à gauche si c'était normal, et là on a background attachment fixed, et vous voyez que là le dégradé bouge quand je scroll. Marrant, non? Vous voyez le même dégradé que à gauche, mais à droite. Un où il est entièrement, et l'autre où il est
Vous voyez avec ce background attachment fixed, quoi. D'ailleurs, si je diminue et que je grandis la page, vous voyez qu'en fond, ça bouge. Donc voilà. Du pur compositing. Connaissez vos modes de fusion. Comme son nom l'indique, Mix Blend Mode mélange les couleurs de chaque pixel dans un calque d'éléments avec le calque directement en dessous. Comme avec GLSL, CSS nous donne une longue liste d'options parmi lesquelles choisir. Et créer le bon effet signifie savoir quel mélange va donner les résultats dont nous avons besoin. Donc là, on arrive sur la page... alors ça, par contre, pour le coup, je vais le garder en original, s'il vous plaît. La page Blend Mode, qui correspond à toutes les valeurs qu'on peut donner à Blend Mix Mode. Donc on a normal, multiply, screen, overlay, darken, lighten, color dodge, color burn. En fait, c'est tout ce que vous avez dans Photoshop quand vous pouvez choisir des... Enfin, dans Photoshop, non, n'importe quel truc un peu avancé. Hein. Tous les éléments que vous pouvez choisir pour les calques, quoi. Mais que font réellement ces modes de fusion? Avant de nous lancer dans notre shader, jetons un coup d'œil au mode de fusion que nous allons utiliser. Ci-dessous, vous pouvez voir les images que nous utiliserons pour ces exemples. À gauche se trouve le calque supérieur à fusionner et à droite l'image de base. D'accord? Et donc quand on met sur ce calque multiply, ça donne ça. Multiply prend la couleur de chaque pixel du calque actuel et la multiplie par la couleur du pixel directement en dessous. En pratique, cela signifie que les couleurs les plus sombres du calque courant obscurciront celles du calque inférieur. Vous voyez là, on avait du noir, donc tout autour est noir, et on a donc du blanc, là ça laisse passer tout, et là ça se multiplie, donc en fait ça s'applique dessus, quoi. Screen, c'est l'inverse, puisque ça prend l'inverse de chaque pixel et les multiplie avant d'inverser le résultat. Cela peut sembler compliqué, mais vous pouvez penser que screen, c'est le contraire de multiply. Les couleurs les plus foncées deviennent transparentes, et seules les couleurs les plus claires apparaîtront dans le calque ci-dessous. Voilà, alors là, c'est l'inverse, effectivement. On voit que ce qui était noir devient blanc. Enfin, ce qui était blanc reste blanc, et ce qui était noir laisse passer le pixel. Color Dodge et Color Burn sont comme Multiply et Screen, mais en version Overdrive. Les deux modes divisent la couleur des pixels du calque de base avec celle du calque actuel. Donc Color Dodge signifie que les reflets et les tons moyens seront soufflés, tandis que les tons sombres n'ont aucun effet. Color Burn, c'est l'inverse, ça augmente les ombres, et les tons moyens plus sombres, alors que les tons clairs n'auront aucun effet. Donc là, on peut voir que voilà, c'est pas exactement la même chose. On voit quand même qu'il y a certaines choses qui transparaissent. Ça sature en fait, ça sature des choses. Et donc effectivement, on fait du compositing, comme le soulignait Captain Peloche dans ce métier. Couche de composition. Enfin lui, il le fait pas normalement, c'est ça. Maintenant que nous savons avec quoi nous travaillons, il pourrait sembler que la prochaine étape serait de coller un mode de fusion sur notre dégradé, de le placer sur notre image de base et call it a day. L'appeler un jour. Et de l'appeler un jour. J'adore les traductions pétées. Et de dire que c'est fini. Cela fonctionnera certainement, mais cela n'atteindra pas le niveau de qualité que nous recherchons. Mélanger le dégradé directement au calque de base signifie que l'éclairage sera totalement uniforme sur l'image. Mis à part les surfaces chromées, cela n'arrive pas trop souvent dans la nature. Pour vraiment vendre l'effet, nous voulons avoir le contrôle sur les zones de l'image où la lumière peut tomber et où elle ne peut pas. Pour simuler ça, nous pouvons utiliser une image principalement sombre pour masquer notre dégradé. Cette technique consistant à utiliser une image sombre pour masquer les images d'une image plus claire est souvent connue sous le nom de carte spéculaire. Vous vous demandez peut-être comment il sera possible de faire ça avec CSS si Mix Blend Mode n'affecte que les pixels du calque directement en dessous, et nous ne pouvons définir qu'un seul mode de fusion à la fois. C'est là que notre structure HTML commence à briller. Bah oui, parce que regardez, il y avait Specular et Mask, il y en avait deux. Et en fait, Mask est à l'intérieur de Specular. En imbriquant les divs couches les unes dans les autres, nous pouvons travailler vers l'extérieur en appliquant des Mix Blend Mode supplémentaires à chaque emballage div. Enfin, à chaque div qui wrap, quoi. Attendez, juste vérifier un truc, un petit instant. Ouais, c'est bon. Essentiellement, cela nous permet d'en ajouter un autre Mix Blend Mode à la sortie du mélange précédent. Le processus de superposition des différents modes de fusion pour produire une sortie finale est connu sous le nom de compositing. Voilà, littéralement. Comme le disait Captain Peloche. Essayons. En prenant un noir convenablement background image, enfin une background image convenablement noire, nous allons utiliser Mix Blend Mode Multiply notre masque, notre calque masque, putain, j'ai du mal à la traduire, et jeter les parties de notre dégradé où nous ne voulons pas que la lumière transparaisse. Donc là, vous voyez, il a fait une image spéculaire en disant, bah là c'est l'endroit où je veux qu'il y ait un peu un effet magique,
il a repris son dégradé, il a multiplié les deux, et comme ça, il a que la multiplication, enfin, il a que la bonne multiplication, quoi. Donc c'est ce qu'il fait ici avec ce CSS. Donc le mask qui fait multiply, il prend l'image avec la version speculate de l'image originale, et donc il a son gradient. Maintenant que nous avons notre carte spéculaire, nous pouvons appliquer l'éclairage final à l'image de base. Nous devons utiliser l'un des modes de fusion qui ignore les tons noirs et tons sombres, puisque c'est ce qu'on a principalement. Donc si on applique du noir, ça va pas faire grand-chose, hein. Cela signifie que nous devons définir notre couche spéculaire pour utiliser Mix Blend Mode Screen ou Mix Blend Blood Color Dodge. L'un ou l'autre fonctionnait dans ce cas, mais puisque nous voulons que des effets soufflent d'un bel effet de lumière du soleil, nous allons opter pour Color Dodge. On cumule les deux, et paf, ça nous fait notre effet un peu foufou. Et voilà, l'effet est complet. Donc vous avez vu, c'est pas très compliqué, hein. On parle littéralement de 3 divs. 3 divs et quelques choix, quoi. Mais c'est rien de fou, quoi. Et donc là, on a des exemples. Et ce qui est bien, c'est que regardez, on peut passer en mode... Bon, bah là, on a juste l'effet en fond. Ensuite, on a l'effet et l'image de base. Donc là, c'est un peu vénère si on n'a pas le masque. Si on a que le masque, bon bah voilà, super, hein, c'est pas incroyable. Mais par contre, si on a le combo spéculaire plus masque, là, on voit ce qu'on va rajouter dessus, vous voyez. Et du coup, hop, si on a l'effet complet, ça nous donne ça. Marrant, hein. Et là, il donne d'autres exemples. Je vous lis pas tout, mais voilà, il donne d'autres exemples. Donc, par exemple, avec une aurore boréale. Regardez ça. Oui. Oui. Ouais, c'est tout bête, hein, mais ça marche bien, je trouve. Là aussi, ça marche, avec un petit côté genre vieille photo. Et un petit côté hologramme, regardez. Hop. Faire un petit truc genre... Hey. Oui. Alors je voulais juste un paragraphe de la fin pour expliquer pourquoi il utilise Backface Visibility. Au moment de la rédaction de cet article, les modes de fusion dans les navigateurs sont encore assez gourmands en ressources. Pour les effets plus complexes, avec plusieurs couches de compositing, vous verrez un véritable coût de performance. Coût, j'ai avec coupe COUP, alors que nous on utiliserait plutôt coût COUT. Mais... ajouter des animations et des transitions CSS au mélange, et cela va vraiment fonctionner en particulier, et cela va... Ah, it really tank, ça va vraiment s'effondrer. La performance, enfin oui, les performances vont s'effondrer, oui, ça marche, ouais. En particulier dans Safari. Après quelques ajustements, j'ai finalement réussi à récupérer un peu d'amélioration de performance en utilisant Backface Visibility Hidden, mais mon impulsion initiale était de forcer un rendu GPU en utilisant le fidèle Transform Translate 0, qui est un truc qu'on peut faire pour dire non, mais utilise du GPU, parce qu'en fait, tu fais la 3D, donc automatiquement utilise du GPU normalement. Malheureusement, l'ajout d'une transformation a révélé une autre bizarrerie dont il faut être conscient. En réseau de la dépendance à Background Attachment Fixed, donc vous savez ce vieux truc qu'il y avait, l'application de transformation CSS au shader pour transformer des effets secondaires étranges. Dans Chrome, cela fonctionne globalement, mais les dégradés peuvent paraître décalés en fonction des transformations appliquées. Firefox, d'autre part, ignorera simplement le positionnement fixe et les dégradés apparaîtront totalement statiques. Je suis sûr qu'il existe de moyens de contourner tout cela, mais il testerait probablement l'esprit de faire fonctionner... Oui, non, ça marcherait sans doute pas avec du JavaScript. Donc voilà, donc juste Background Visibility Hidden, ça permet juste d'améliorer les performances sans devoir utiliser Transform Translate Z qui couperait tout. Alors Mopral pose une question intéressante qui est qui utiliserait ça pour son site? Eh ben, en vrai, pas grand monde, mais c'est le genre d'effet où il suffit de le faire, par exemple sur ton hero, sur ton site ou un truc, etc. Et ça donne un petit effet waouh pour pas énormément d'efforts, quoi. En vrai. Bon, il suffit de trouver une bonne image qui permet de délimiter une zone qui a du sens, et c'est gagné, quoi. Et en pas beaucoup d'efforts, ça fait des trucs très cool. Donc voilà. Donc c'était un article très chouette, je vous mets le lien dans le chat évidemment. Évidemment, tous les liens sont disponibles sur lundi.dev dès le lendemain, vous connaissez le délire. Si vous voulez un peu tester ça par vous-même dans votre navigateur, et si vous voulez implémenter ça chez vous. C'est chouette. Alors, qu'est-ce que je veux... de quoi je vais vous parler? Ah oui.
Il faut que je vous parle. Donc là, on a parlé un peu technique, on va reparler un peu environnemental, pas dans le sens environnemental de l'écologie, hein, mais dans le sens ce qui existe dans le monde de la tech et ce qui se passe. Il faut que je vous parle, parce que souvent on parle des trucs positifs de la Commission européenne, mais je vous parle pas des gros fails. Là, je vais vous parler d'un fail de ouf. Je vais vous parler de comment l'Union européenne a essayé d'investir directement dans les boîtes et que ça a pas bien marché. Marrant. Enfin, c'est marrant, non, c'est triste parce que c'est de l'argent public, puis ils en chient, quoi. Mais ça montre à quel point c'est pas trivial, quoi. Inside the EU Stalling Startup Investment Scheme. J'ai envie de vous parler un peu de ça parce que j'ai trouvé ça, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Sachant que c'est un article de Sifted, qui est en gros une filiale du Financial Times sur ce qui se passe en Europe, notamment. Hop. Paf. À l'intérieur du programme d'investissement en démarrage de l'UE, enfin d'investissement au début des boîtes, qui est au point mort actuellement. L'UE a appris à ses dépens que le travail d'un VC, d'un vendeur capitaliste, d'un capital risque, n'est pas une blague. La Commission européenne a mis au point son tout premier programme pour investir directement dans les startups deep tech. Donc ça, c'est les startups qui sont censées faire de la vraie innovation. C'est un peu comme ça que je vais le traduire. C'est de l'innovation en profondeur, donc du machine learning bien poussé, etc. Donc d'investir directement dans les startups deep tech les plus prometteuses du continent, mais une seule entreprise a soutenu un soutien en fonds propres depuis plus d'1 an. Les retards de paiement ont laissé de nombreuses startups à court de liquidité et certaines sur le point de faire faillite. Attendez, je vais augmenter un peu la taille du texte. Voilà. Cela a également terni la réputation du Conseil européen de l'innovation, EIC, l'organe de l'UE responsable du programme, qui vise à stimuler l'écosystème des startups du continent et à balayer la bureaucratie de financement habituelle de Bruxelles. Le retard expose des entreprises comme la nôtre à un risque de fermeture, a déclaré un fondateur dont la subvention a été retardée depuis le début de l'année. Le fondateur, qui ne voulait pas être nommé pour protéger sa relation avec la Commission, dit qu'ils essayent maintenant de combler le déficit de financement. Nous sommes même disposés à accepter des conditions qui ne sont pas idéales pour l'entreprise juste pour combler le retard dans le calendrier. Flork, bah oui, si t'as plus de bureaucratie mais que du coup personne paye, bravo le veau. Oui, bah c'est ça. Bon. Je crois sincèrement que s'ils ne résolvent pas le problème dans les prochaines... Ah oui, là. Dans les prochaines, franchement, quelques semaines. D'accord, j'ai eu un moment de bug, je pensais que c'était un problème de traduction, mais non, c'est juste la phrase qui est bizarre. Je répète, pardon. Je crois sincèrement que s'ils ne résolvent pas le problème dans les prochaines, franchement, quelques semaines, des entreprises échoueront à cause de cela, déclare Chris Smith, associé chez Playfair Capital, un venture capitaliste. Donc lui, il est en face. Hein, donc bon. Aujourd'hui, la Commission, le bras exécutif de l'Union européenne, a décidé que les accords d'investissement de l'EIC seraient gérés par un gestionnaire de fonds externe du secteur privé, sous la direction de la Banque européenne d'investissement. Donc ils ont carrément outsourcé en mode genre ça marche pas, on va le faire par des autres gens, quoi. Les retards des investissements depuis le lancement de l'EIC représentent un revers majeur et le fonds EIC reconstruit. Le fonds EIC refait à nouveau doit aller plus loin et plus rapidement pour attirer les co-investisseurs, a déclaré le conseil d'administration de l'EIC, qui comprend des personnalités technologiques bien connues comme Kat Borlogon ou Kinja Stanislavska dans un rapport. Je connais ni l'un ni l'autre pour être honnête. C'est juste un autre point de friction dans l'écosystème, déclare Michael Jackson. Waouh, c'est vraiment Michael Jackson, mais c'est juste son nom, quoi. Oui, c'est ça. De Multiple Capital, un fonds de capital risque. Un fonds de fonds Venture Fund of Fund, oui c'est ça, un fonds de capital risque. Il est vraiment difficile de créer une entreprise deep tech évolutive en Europe, et quand il y a des programmes comme celui-ci, qui sont bien intentionnés mais vraiment pas bien pensés, ça ne fait que causer un autre problème. Comment ça a commencé ? Il existe un consensus général sur le fait que l'idée directrice de l'EIC, investir plus d'argent dans le développement des startups de secteurs stratégiques de la technologie profonde, qui manquent souvent de financement, n'est pas mauvaise. Il y a un besoin clair et une demande claire dans toute l'Europe pour des investissements de pré-amorçage, donc pré-seed, et d'amorçage, seed, en particulier dans les entreprises appartenant à l'industrie à forte intensité de capital, déclare Emmanuel Anguion de l'IRA, un conseil de financement de capital risque. L'accélérateur EIC, l'un des principaux instruments de financement de l'organisme, comblait vraiment bien cet écart manifeste, du moins en principe. Wesh, la Startup Nation de la dépression du lundi matin. Oui, c'est ça, c'est vous montrer à quel point, bon, bah en fait, ça marche pas forcément, et même quand on a les reins solides de l'UE, ça marche pas, quoi. Enfin, c'est compliqué.
Dans le passé, le soutien financier bruxellois à l'innovation était réparti sur d'innombrables dispositifs qui versaient des bourses à des chercheurs universitaires ou à des petites et moyennes entreprises. Mais il n'existait aucun outil efficace pour commercialiser la recherche des entreprises prometteuses dans la technologie profonde et les aider à se développer. Le résultat était un écart croissant entre l'Europe et ses principaux concurrents économiques, les États-Unis et la Chine. En gros, l'Europe arrivait à financer des chercheurs via des bourses, certaines PME, et encore je pense que ça dépendait vraiment de quel pays, parce que nous en France par exemple on a le CIR qui a un gros truc complètement éclaté au sol en termes de... Enfin c'est un scandale ambulant, mais au moins ça permettait de financer des entreprises. Là l'idée c'est de se dire en fait il faut peut-être un truc encore plus simple pour financer directement, parce que les États-Unis et la Chine, eux, ils n'hésitent pas à financer directement leur start-up quoi. Yo Hugo. C'est pourquoi, en 2018, la Commission a lancé son initiative EIC pour les startups et les scale-up. Scale-up, c'est les startups qui grossissent. Enfin, ce qui est con, parce qu'une startup, c'est une entreprise qui grossit. Donc c'est une entreprise qui grossit. Mais voilà. Qu'elle considérait comme stratégique pour la soi-disant souveraineté technologique de l'UE. Un grand effort pour renforcer le rôle du continent dans les technologies de pointe telles que les puces, l'informatique quantique, toujours l'informatique quantique dans ces délires, et les innovations révolutionnaires. Solutions climatiques. Non, c'est pas une traduction, ça. Ah, un groundbreaking ouais. Et des solutions révolutionnaires liées aux solutions les solutions climatiques révolutionnaires. L'organisme verse non seulement des subventions, mais investit également dans les startups en échange de fonds propres. En échange de fonds propres ? Ah oui, en échange de capital. C'est pas dans le sens equity, c'est pas dans le sens fonds propres, mais en échange de parts dans la boîte. Après un projet pilote de 3 ans, Bruxelles a lancé en 2021 un programme à part entière. Elle propose des subventions jusqu'à 2,5 millions d'euros, c'est quand même pas rien, un investissement de 2,5 millions, et investit jusqu'à 15 millions d'euros par entreprise pour une participation maximale au capital de 10 à 20%, ce qui est traditionnel quoi. Sur 7 ans, on souhaite investir 3,5 milliards d'euros, ce qui commence à faire beaucoup quand on multiplie en 7 ans, sur environ 500 à 700 entreprises de deep tech. À première vue, le dispositif est un succès. Au cours de la phase pilote de 3 ans, l'EIC a approuvé 616 millions d'euros d'investissement dans 137 entreprises. J'avoue que de loin, ça a l'air bien. Le bailleur de fonds se vante d'avoir déjà aidé à créer 5 licornes, dont Cellink et Relex, et chaque nouvel appel à candidature recueille environ 1000 candidatures. Mais réalité est que de nombreuses startups impliquées dans le programme ont dû attendre des années pour obtenir l'argent. Sur 237 entreprises sélectionnées pour un financement depuis le début de 2021, date du lancement du programme actuel, 99 entreprises ont opté pour des subventions uniquement, tandis que 8 ont demandé uniquement des investissements en capital. C'est pas fonds propres. Et 130 ont obtenu le financement dit mixte, une combinaison de subventions et de capital, selon les dernières communiqués de la Commission. Mais à ce jour, le préfinancement des subventions n'a été versé qu'à 56 entreprises, donc il n'y a que la moitié des boîtes qui ont reçu leur argent. Une seule start-up, Seapearl, un fabricant français de puces, a reçu des capitaux propres. Et pour conclure cet accord, les responsables de l'UE ont dû faire des efforts extraordinaires et byzantins pour finalement demander l'approbation ponctuelle de 27 commissaires de l'UE, pas tout à fait la procédure fluide venue au candidat. Donc vous imaginez, c'est-à-dire qu'il était plus facile d'avoir des subventions, donc du cash directement, que d'avoir de l'investissement en capital, c'est-à-dire que l'UE qui prendrait des parts. C'était un enfer. Ce qui est contre-intuitif, tu pourrais dire que l'UE devrait avoir moins de problèmes à investir dans la boîte en capital, puisque ça rapporte à l'UE. Puisque l'UE, à la fin, pourrait revendre ses parts, par exemple. Et c'était plus simple d'avoir des subventions, parce qu'ils sont plus faciles à avoir des subventions. C'est contre-intuitif de ouf. 55 de ces 137 startups dans lesquelles la Commission s'est engagée à investir au cours du projet pilote des 3 ans attendent également toujours un financement. C'est quand même quasiment... Enfin, c'est pas un tiers, mais quand même, quoi. On est sur... entre un tiers et un demi, quoi. C'est ouf. Seuls 200 millions d'euros ont effectivement été investis sur les 616 millions d'euros promis. Donc, seulement un tiers, c'est chaud. Selon une analyse de juin de l'Association européenne des consultants en innovation, un groupe industriel. L'initiative est vraiment bonne, déclare un fondateur de start-up qui attend l'argent depuis octobre 2020. Donc l'article date de là, quelques jours. Mais les délais sont trop longs par rapport à la levée de fonds et aux besoins des entreprises de grandir au même rythme que leurs concurrents aux États-Unis, disent-ils, ajoutant qu'ils pourraient être contraints de licencier des personnes dans les mois à venir. Alors, faut imaginer, parce que ça paraît un peu abstrait comme ça, mais quand tu es en train de lever des fonds, c'est long. Mais 1 an et demi, c'est... Enfin, là, on est... Depuis octobre 2020, le mec, ça fait quasiment 2 ans qu'il attend son cash. Enfin, le mec ou la meuf. Ça fait 2 ans qu'il attend son investissement. Ta boîte, elle a le temps de mourir 2 fois, quoi. Et là, on n'est pas en train de dire, oulala, faut que ça aille plus vite, quoi. Non, mais là, il y a juste un côté pratique de... à un moment, t'as dit que t'investissais, vas-y, quoi. Enfin, fais pas une Elon Musk et faire genre, oh, finalement, non.
Cela faisait 1 an et demi que nous investissions là-dedans et beaucoup de frais juridiques et beaucoup de paperasse dont ils avaient besoin. Il a fallu beaucoup d'attention du conseil d'administration et de la direction juste pour que ce soit opérationnel, explique un autre fondateur. Certains candidats exaspérés trouvent des exutoires à leur frustration sur Twitter en suivant dans les nombreux comptes dédiés à se moquer de l'OIC et de ses délais décisionnels torturés. On est au stade où on fait des mèmes dessus, quoi. Squelette Mou nous dit. Cela était ultra prévisible, je subis les arcanes de l'enfer de la facturation européenne. Voilà. Ces débiles technocrates auraient dû créer une entité dédiée pour gérer cette thune, genre la BPI en France, et qui n'aurait eu aucune difficulté à prendre les parts de capital. Bah, j'ai l'impression que c'était quand même censé être ça le IC, hein. Et pourtant ça a été compliqué, quoi. La commission affirme que les retards sont dus à la restructuration du fonds entre le programme pilote et le programme à part entière. Oui, apparemment il y a une version bêta qui a bien marché, il y a une version finale qui marche pas, entre guillemets. Après l'expérience du projet pilote, la commission a profondément évalué la structure appropriée pour gérer un portefeuille d'investissement aussi important dans le plein respect du cadre juridique, a déclaré la fonctionnaire de la commission. Oui, mais c'est dramatique en fait. Les personnes proches du dossier affirment que le principal problème est que certains responsables bruxellois doutent que la commission dispose de l'expérience et des ressources nécessaires pour s'acquitter du travail convaincant de ce nouveau rôle de capital risque. Certains investisseurs avec lesquels Safety s'est entretenu sont du même avis. Ah oui, c'est-à-dire qu'en plus, il y a une sorte de... La commission doute elle-même du truc qu'elle a créé en se disant ils vont mal utiliser l'argent. Ouais, ça sent quand même. Alors je veux pas faire du cliché, mais ça sent quand même les Danois qui sont l'argent est mal utilisé. C'est pas forcément des Danois, mais c'est le club des pays frileux sur plein d'aspects, quoi. Mais je suis d'accord avec Flore, voilà. Maintenant que c'est engagé, allez-y, quoi. Faites pas les trucs à moitié. Cette incertitude a ralenti les décisions d'investissement, qui a entraîné un arriéré de dossiers non traités et de retard dans les décisions et les paiements. Les entreprises se plaignent également de ne pas avoir été tenues au courant des retards. Oui, ça c'est encore pire, c'est-à-dire que non seulement tu prends du temps, mais en plus, tu le donnes pas. Alors Moprel dit, comment ça vous utilisez l'argent qu'on vous donne? Mais non, parce qu'ils le donnent même pas. Ils disent, d'accord, on investit. Allô? C'est ça, c'est improbable. C'est vraiment genre, bon, ben, ok. L'énigme des co-investisseurs. Certaines startups ont été informées au cours du processus d'investissement que pour mener à bien leur levée de fonds, elles devaient trouver un co-investisseur pour mener le tour de table. La truc dont c'est la première fois qu'elles ont entendu parler. Alors, en vrai, moi, quand j'ai lu cet article la première fois avant de le choisir, j'étais un peu étonné parce que c'est très courant en France. Typiquement, la BPI, dont Squelette Mou parlait, la BPI n'investit jamais en première intention. Elle investit toujours avec un investisseur privé qui prend les devants. En gros, tu as un gros fonds qui dit allez banco j'y mets, et là tu as la BPI qui se met derrière, enfin la BPI par exemple, mais là du coup le IC aussi en disant hop moi aussi, voilà. Sauf qu'en fait on parle de boîtes qui avaient du mal à lever à la base, donc c'est un peu bizarre de dire ah oui mais nous on ne file des thunes que si y a une autre boîte qui met dedans, mais que s'il y a d'autres gens qui se mouillent. C'est un peu contre-intuitif par rapport au truc qu'on disait à la base, quoi. Marrant, le CNC, ça part pareil. Mais en fait, Captain Peloche, c'est un truc qui est très courant, juste à cause, entre autres, des règles européennes. Je dis à cause, mais en même temps grâce, parce que l'idée des règles européennes, c'est que... C'est pas des règles européennes, mais je fais une simplification. En gros, il y a une idée que, normalement, quand tu subventionnes, pour éviter que ce soit la fête à la saucisse entre les différents pays européens, c'est-à-dire qu'il y ait des pays qui fassent la course à l'échalote en termes de subventions, il y a une règle qui dit tu peux pas avoir plus de 50% des subventions. Enfin, il y a 50% de l'argent qui est fait sur un projet qui vient d'autre chose que qui vient de subventions. Comment dire? C'est 50% max de subventions, voilà, par projet. Tu peux pas avoir plus que ça. Salut Zarguette, bienvenue. Et du coup, c'est un truc un peu classique, et c'est une règle, et il me semble que c'est une règle qui vient de l'Union européenne. En gros, de dire, bah voilà, pour éviter que ce soit n'importe quoi, on peut subventionner que 50% des trucs. Et justement, la Commission européenne est capable d'aller outre ces règles, puisque c'est la Commission européenne, donc elle est censée... Enfin, il n'y a pas d'histoire de concurrence entre pays, vu que c'est l'Union européenne, on est tous ensemble. Apparemment, ils sont même pas capables de le faire eux-mêmes, ils ont ces vieux réflexes cons, bref. Un fondateur pour lequel l'EIC s'est engagé à revenir en janvier 2020, c'est à 2 ans, hein, a déclaré avoir embauché certaines personnes sur la base de l'argent promis, mais 4 mois plus tard, ils ont découvert qu'ils devaient trouver un investisseur principal et ils ont dû réduire leurs effectifs en raison du retard de financement. Nous comprenons les raisons pour lesquelles l'UE pourrait dire qu'un investisseur privé est nécessaire. Cependant, disons que c'est dommage qu'on ne le sache pas à l'avance, disait-il.
La commission affirme que l'objectif principal de l'EIC est d'attirer l'investissement privé, en sens, notre but c'est pas juste de filer du cash, c'est d'amener des investisseurs européens eux-mêmes à venir et nous on rapporte de cash. Ce que je peux comprendre, l'idée c'est de faire levier quoi. Pendant le projet pilote de l'initiative, l'EIC était le seul investisseur d'environ la moitié des startups qui soutenaient, alors qu'il était impossible de trouver un co-investisseur. Alors, avec le nouveau programme, il affirme que rien n'a changé et qu'il verse et recherche un co-investissement, mais que ce n'est pas une obligation. Donc en gros, avant en bêta, une fois sur deux, ils le faisaient par eux-mêmes, et maintenant que c'est plus en bêta, là ils font genre oh non. Alors Captain Peloche nous dit, ce qui est déjà très bien dans le cas du CNC, les soucis de mauvaise allocation ne sont pas dus au principe des 50% lui-même. Oui, bah, oui. Mais bon, je comprends la règle n'est pas débile. C'est ça que je veux dire, la règle n'est pas débile, je trouve. Là, c'est débile de la part de la commission parce qu'eux, ils peuvent se permettre de déroger à cette règle. Mais je comprends pourquoi cette règle a été mise en place. Les fondateurs ne sont pas convaincus qu'une telle approche attire les VC privés. Le fait qu'ils tiennent le processus et qu'il leur faut une éternité pour clôturer inquiète les investisseurs à qui nous parlons. Bah oui, les investisseurs internes et externes pensaient que nous pourrions avoir un problème ici. Ce financement est en suspens et l'entreprise pourrait le perdre. Mais moi, je pense que c'est horrible en fait. Moi, je pense que je suis un investisseur privé, évidemment, je serais en mode genre ah ouais, il y a l'UE dedans. Ah, bah c'est cool, vous aurez plus d'argent, mais je suis même pas sûr qu'un jour, en fait, vous aurez de l'argent tout court, quoi. Le conseil d'administration de l'EIC déclare que sa préoccupation immédiate et urgente est actuellement d'atteindre rapidement l'excellence opérationnelle, donc en gros de réussir à filer son cash, quoi. La phase pilote a démontré que l'EIC peut fonctionner dans les délais pertinents pour le marché avec les subventions traitées en quelques mois et les investissements en quelques semaines, ont-ils déclaré. Donc en gros, ça marchait dans la période bêta, donc ça va marcher en version finale, vous inquiétez pas. L'agence vise désormais à verser les premiers versements de subventions dans les 4 à 5 mois suivant la demande et à convenir d'une feuille de conditions. C'est les term sheets, vous savez, c'est les trucs qui... en gros, c'est le dernier truc que tu signes avant qu'on lance les grosses affaires de due diligence, etc. Dans les 8 semaines. 8 semaines, c'est correct, en vrai, s'ils y arrivent. Cette affaire devient très très intense avec cette musique. Mais en vrai, je vous assure, pour l'avoir vécu, que quand vous essayez de faire une levée de fonds, c'est très intense. Hein, parce que c'est en gros la vie ou la mort, des fois, de ta boîte qui est en jeu. Mais selon la nouvelle structure, la commission ne sera plus en charge de ce processus. Ils seront gérés par un gestionnaire de fonds externe du secteur privé qui devrait être embauché d'ici la fin juillet sous la supervision de la banque d'investissement européenne. J'avoue, Zarget a raison. Faire son boulot et tenir ses engagements égale atteindre l'excellence opérationnelle. Oui, c'est ça, juste faites votre job, quoi. L'EIC continuera à sélectionner les entreprises, à verser les versements de subventions et à recommander la taille de chaque investissement. Il indique que les signatures et les versements de subventions restantes et les prises de participation aux startups sélectionnées auront lieu progressivement de l'été jusqu'à la fin de l'année. Normalement, tous ceux qui attendent depuis 2020, d'ici la fin de l'année, normalement c'est fini. Avec les nouvelles dispositions en place, le temps de mise en œuvre des subventions et du soutien à l'investissement pour les entreprises sélectionnées par l'accélérateur EIC sera progressivement réduit afin de répondre aux besoins des startups technologiques en évolution rapide. Voilà, je vous ai parlé de ça parce que je vous parle souvent très positivement de l'Union Européenne, déjà parce que je suis un peu un Européen convaincu, même si je suis persuadé que l'Europe n'est pas forcément parfaite sur plein d'aspects. Et justement, c'est l'occasion aussi de vous montrer que bon, Bruxelles est connue pour avoir une certaine bureaucratie, et là on le voit en détail. Et autant la bureaucratie en général, c'est pas forcément une mauvaise chose dès lors que c'est fait pour éviter certains passe-droits, et la bureaucratie parfois peut éviter certains éléments de corruption. Bon, voilà, on voit que là ça déconne en tout cas, c'est un peu dommage. Donc voilà. J'espère que ça vous a intéressé d'en apprendre un peu plus sur ce qui se passait au niveau des levées de fonds au niveau européen. Je pense qu'en vrai, il y a un vrai sujet d'essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi on... C'est une des raisons pour lesquelles on a un peu de problème pour avoir des grosses startups en Europe. Après, la question, c'est est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir des grosses startups en Europe, etc. Ça, c'est des conditions... Comme dirait l'autre, c'est politique. Voilà. Yo, New Web. Alors, je vais vous parler d'un truc fou qui est sorti cette semaine. Alors on va parler en mode full technique, parce qu'il faut parler un peu de technique. Vous connaissez sans doute Node.js, qui est un environnement d'exécution de JavaScript sur les serveurs. Bienvenue à Bun, qui est sorti cette semaine. La semaine dernière, quoi. Bun, qui est un runtime Node.js, donc runtime Node.js, ça veut rien dire, un runtime JavaScript, donc un truc qui fait tourner du JavaScript côté serveur, qui fait aussi tourner du TypeScript, sans avoir besoin de le transpiler, et qui le fait beaucoup plus rapidement que Node, comme vous pouvez le voir là. Bun est beaucoup plus rapide, puisque vous voyez que par rapport à Node et Deno, Deno qui est le nouveau projet fait par ceux qui avaient fait Node à la base, Bun va beaucoup plus vite.
sur plein d'aspects, en plus avec le fait qu'ils ont un moteur SQLite à eux et une meilleure interface FFI donc pour appeler d'autres trucs. Alors c'est pur du big data? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un exécuteur, entre guillemets, fait pour remplacer Node.js. C'est un remplaçant à Node.js. Attendez, je vais le traduire parce que je pensais pas le traduire, mais en vrai, il y a des trucs intéressants à dire aussi sur cette page. Donc autant le traduire. Et juste, je vais vérifier pour la musique. Est-ce qu'on peut avoir un truc un peu plus chill? En vrai, c'est pas mal comme musique. Bun est un runtime JavaScript tout en un rapide. Mais en gros, s'il y a des gros calculs, c'est pour la grosse data, j'y connais du tout, effectivement. Non, Node.js, Node.js, vous savez, c'est ce qui fait tourner plein de trucs, en fait. Hein. L'idée, c'est de faire tourner du JavaScript côté serveur pour pouvoir notamment servir des applications, etc. Et l'idée, c'est d'être plus rapide, de faire du Node.js plus rapide. C'est une autre manière de faire du Node.js, c'est compatible. C'est lui qui dit ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que... Alors ça va être terrible parce que le problème, c'est qu'il va traduire ça dégueulassement. Donc là, par exemple, il a traduit bun en chignon ici. Les traductions, ça va être un peu un enfer, je pense. Mais allez, on va lire un peu. Dites-moi en plus sur Bun. Bun est un runtime JavaScript moderne comme Node ou Deno. Il a été construit à partir de zéro pour se concentrer sur 3 choses principales. Un démarrage plus rapide. Il a en tête les serveurs Edge, vous savez, les serveurs qui sont mis directement au plus proche des gens. Ça se fait de plus en plus. Voilà, mais le problème, c'est que en fait, je pense que c'est plus rapide pour moi de le passer en original parce qu'il traduit ça comme de la merde, donc c'est un enfer. Des nouveaux niveaux de performance en étendant JavaScript Core qu'il utilise et en étant un outil complet et de bonne qualité qui contient un bundler, un transpiler et un package manager. Il faut faire attention, tout n'est pas encore compté. Non, effectivement, on va en parler. Bun est fait pour être un remplaçant rapide pour vos apps et vos scripts JavaScript et TypeScript sur votre ordinateur, sur votre serveur ou on the edge, donc au plus proche des clients, mais côté serveur. Donc par exemple sur les Cloudflare Workers, etc., ça pourrait être utile. Enfin, Cloudflare Workers a leur propre truc, mais l'idée c'est que ça puisse être utilisé par des entreprises qui font des trucs comme les Workers pour aller encore plus vite. C'est un beau bun, tout à fait, OneBugman. Bun implémente nativement des centaines d'API de Node.js et des Web APIs, notamment 90% des fonctions de Node, notamment liées aux modules natifs, au file system, etc. Le but de Bun est d'exécuter à peu près tout le type de JavaScript en dehors des browsers, en apportant de la performance et de l'amélioration de complexité à votre infrastructure. Ainsi qu'à améliorer votre productivité en tant que développeur, avec quelque chose de plus simple et de meilleur. Donc comme vous avez vu, si vous y connaissez un peu en JavaScript, il y a vraiment un peu tout, enfin en Node.js notamment, il y a à la fois les Web APIs qui étaient très fiers de fournir Node, et en même temps tout ce qui est lié à Node.js. Et en plus, ça transpile du TypeScript et du JSX directement, donc vous n'avez pas besoin de passer par des étapes de transpilation. Donc en fait, il y a plein de mécaniques intéressantes. Oui, ils seraient pas en train d'essayer de vendre leur pack pour te fournir du cloud après. Non, NewWeb, restons raisonnables. Tu m'as l'air très excité. Calme-toi un peu, mon cher NewWeb. Non, parce que ça, c'était typiquement ce que faisait Deno. Et en fait, c'est pas grave. Enfin, ça pourrait faire partie de leur mécanique pour pouvoir gagner de l'argent. À un moment, il faut bien financer aussi comment ça fonctionne. C'était le cas de Node et de Deno. Et là, c'est pas le cas en fait. Pour le coup, Bun, c'est pas l'esprit. C'est fait par principalement un mec, hein, en vrai. Hein. C'est principalement une personne. Je sais pas si c'est un mec, mais il me semble que c'est un mec. En déplaçant le rendu JS, on n'ouvre pas la porte à des problèmes de sécurité. Genre, man in the middle. Non, mais là, on parle. Non, attendez. Il y a du JavaScript qui est exécuté côté client pour, typiquement avec React, avec même jQuery à l'époque, pour pouvoir ajouter de l'interactivité, mais là on parle juste d'utiliser JavaScript comme on utiliserait PHP, hein. C'est dans la même utilisation principale, hein. Voilà.
On parle aussi de JSX ici, parce que effectivement, l'idée, c'est de parfois faire la première passe qu'aurait fait un React sur la page, de le faire côté serveur. Mais en vrai, c'est déjà ce qui est fait quand tu fais du Webpack, par exemple. Quand tu as du Webpack. Ou- Oui et non. Alors j'ai un peu peur que vous confondiez deux choses. Webpack, effectivement, est écrit en JavaScript, mais c'est exécuté côté serveur. Donc, mais en fait, le problème de Webpack, c'est que c'est... Webpack, c'est complexe, parce que Webpack, c'est exécuté côté serveur, enfin, ou sur votre client, et le but, c'est que ça output du JavaScript. Et ce JavaScript-là, lui, il va pas être exécuté par ni Bun, ni quelque chose, ça va être exécuté par votre navigateur. Donc Bun n'a rien à voir là-dedans. Mais en fait, Bun peut avoir là-dedans, puisque si c'est Bun qui va exécuter Webpack, Webpack s'exécutera potentiellement plus vite. Et là, ça fait une grosse différence. Notamment, il contient son propre NPM, enfin l'équivalent de NPM, qui est Bun, et Bun installe, etc. Qui, voilà. Et comme ils le disent, si tu utilises Bun à la place de Yarn ou de NPM, tu vas 20 fois plus vite. Et ça fait des énormes différences. Oh mais Yarn, mais NPM est encore beaucoup utilisé et marche très bien. Hein. NPM s'est vachement amélioré depuis il y a très très longtemps, donc Yarn est juste devenu un choix de goût, on va dire. Il n'y a pas d'énorme différence de performance entre Yarn et NPM aujourd'hui. Et ce qui est très cool, c'est que ça va très vite. Est-ce que vraiment la vitesse est un problème de Node? Alors, peut-être pas la vitesse brute, puisque la vitesse brute, bon en vrai, Node à l'échelle ça va quoi. Le problème c'est le temps de démarrage. Et en vrai quand t'es développeur ça fait vite chier quand à chaque fois que tu veux démarrer Node c'est un peu long quoi. 20 fois plus de yarn, comment ils font cette magie? Eh bien en fait ils ont implémenté les trucs directement dans leur code pour aller plus vite. Probablement du fait que ce soit pas écrit en JS. Bah alors enfin, c'est pas écrit en JS. Le problème c'est qu'en fait vous mélangez plein de trucs. Enfin, no offense, hein. C'est qu'en gros, il y a plein d'étapes différentes. Il y a... Effectivement, tu as raison sur un point, c'est que euh, il y a des choses qui sont pas écrites en JS, donc ça lui permet d'aller plus vite. En gros, il a des fast pass pour aller plus vite sur certains points. Mais globalement, ça reste. C'est écrit en Zig, tout à fait. Mais Node n'est pas écrit en JS non plus, tu vois ce que je veux dire. Node est aussi écrit en autre chose. Écrit en C++. Il se colle à V8. Alors que là, ça se colle à JavaScript Core, qui est le truc de Safari, mais ça change pas grand chose. Et oui, c'est assez fou. Alors, pour le coup, alors je crois que ça doit mener à. Ça mène à Twitter. Touk, accéder à l'URL d'origine. Paf. Voilà, là il montre un exemple. Est-ce que je peux pas l'avoir en plus grand? Non. Regardez, hop. Oui, regardez ça. Enfin, oui, le GIF est pas très, dit pas grand chose, mais ça va quand même beaucoup plus vite, quoi. Ça va beaucoup plus vite. Amicia, oui, mais Yarn et NPM sont grandement écrits en JS. Je parlais uniquement des packages manager. Oui, voilà, tout à fait, Amicia, là-dessus, t'as raison. Mais là, justement, l'idée, c'est d'écrire beaucoup plus de choses, directement dans Zig. Alors, Zig, effectivement, on peut en parler après, parce que Zig, c'est intéressant. Beaucoup, c'est une grosse utilisation de Zig. Mais donc, juste pour revenir un peu sur à quoi ça apporte, parce que c'est quand même l'idée. Enfin, selon le créateur de Bun, remplacer npm burn par bun run, et ça ferait gagner 160 millisecondes par chaque démarrage, ce qui est assez chouette. Ouais. Zig et production ready? Bah apparemment oui, hein. De fait oui. Enfin en fait, production ready c'est une question qui est un peu vague, tu vois. À partir de quand on dit que quelque chose est production ready? En tout cas là il y a des gens qui font des trucs avec Zig. Et ça c'est assez chouette. Voilà, et donc comme ils disent, comment ça marche? Ça utilise JavaScript Core, donc le système d'exécution de JavaScript de WebKit, et non pas celui de Chrome, qui a plutôt tendance à démarrer plus rapidement et à être légèrement plus rapide sur plein de choses que V8.
Bun est écrit en Zig, qui est ceci, Zig. Hop. Zig, c'est un langage qui a pour but d'être simple et d'être une sorte de C moderne, on va dire. C'est un C moderne avec quelques petits trucs en plus. Non, Wikishare, arrête de faire ça, c'est horrible, s'il vous plaît. Je comprends l'idée qui est derrière, mais non, s'il te plaît. Donc Zig, l'idée c'est que c'est un langage robuste, optimal et réutilisable, comme il dit. Attendez, je passe à une autre musique. Robuste, optimal et réutilisable pour pouvoir... Enfin, pour faire des logiciels robustes, optimal et réutilisables. En gros, ça fait partie de toute cette nouvelle vague de langage avec Rust. Attendez, juste je change de musique, ça me perturbe. Est-ce qu'on peut pas avoir... Attendez, je vais repasser sur ma playlist traditionnelle, parce que ça me stresse sinon. Hop. Donc, nous parlions de Zig. Excusez-moi, je suis perturbé, il y a plein de choses qui se passent en même temps. Donc, oui, nous parlions de Zig. Donc Bun, dont on parlait juste avant, qui est fait en Zig. Zig, qui est un langage qui fait partie de toute cette, voilà, ça, qui fait partie de toute cette suite de langages compilés modernes, comme Rust, et comme, d'une certaine manière, comme Swift aussi. Donc ces langages qui datent d'après les années 2010. Désolé si je perturbe, mais ces langages, j'ai un peu l'impression qu'ils ont tous les mêmes arguments. Oui. Je sais pas pourquoi tu te méfies en fait, Newwave. De quoi tu as peur? C'est ça qui me perturbe. Je te sens très sur la défensive en fait, Newwave, depuis tout à l'heure. C'est en gros, les choses changent et les choses se font. C'est pas grave. Il y a plein de gens qui ont plein de manières différentes de faire du développement. Et c'est ok. Typiquement, Zig a été conçu pour plein de raisons. Comme ils le disent, l'idée c'était d'avoir pas de préprocesseur, pas de macro, ce qui est notable, ce qui est très différent par exemple d'un Rust, et de ne pas avoir d'allocation de mémoire cachée. Et de ce qu'ils appellent de flow de contrôle caché, c'est-à-dire en gros de « Ah, il faut que je sache qu'il y a des choses qui peuvent se passer dans mon dos ». Donc, mais Newwave, t'as pas besoin de te lancer dans un nouveau langage, t'inquiète pas. Il y a d'autres gens qui l'utilisent, et c'est ok. On n'est pas obligé de démarrer dans les nouveaux langages. Voilà, comme le dit Trilo, tout à fait. Ça ne t'interdit pas d'utiliser d'anciennes techno, ça fait plus de choix surtout. Absolument. C'est pas parce qu'il y a des gens qui commencent à manger des toasts à l'avocat que tu peux pas continuer à manger des frites. C'est ok. Voilà. Personne va te piquer tes frites. Mange tes frites. Là, pour le coup, l'idée c'est de se dire, ok, et c'est très malin, c'est de se dire, ok, on a un besoin particulier d'avoir une invite de commande Node.js qui démarre très vite. Et globalement, c'est pas le cas aujourd'hui, puisque Node.js est assez lent au démarrage, pas horriblement lent, attention, on n'est pas en train de parler de Python, mais globalement relativement lent. Donc, autant changer peut-être de technologie de fond. Et donc, il y a quelqu'un qui s'est dit, bah, tiens, j'aime bien Zig. Zig a un côté cool, c'est que tu contrôles ta mémoire de manière très efficace. Et donc, du coup, bah, c'est pour ça qu'il l'a fait. Il a fait Banco et tout. Il est plus rapide que Python, oui, évidemment, oui. Donc, au final, ça fait ça. Donc, Bun, assez intéressant parce que, comme il l'explique, alors, le compte Twitter du gars qui fait ça, donc c'est Jared Summer, est rempli de dingueries, de rapidité. Alors, je sais pas s'il y a entre deux autres trucs. Attendez, hop, je scroll un peu. Désolé, je scroll beaucoup. Tac, tac, c'est bien, il shitpost bien. Voilà, donc, il a fait yarn npm. Non, attendez, c'est pas ça. J'avais vu un truc sur son compte Twitter, j'aurais dû le garder à côté, mais c'est pas grave, on recherche ensemble. Il y avait un exemple, voilà. À chaque fois, il met des captures. Ah oui, mais le problème, c'est que je peux pas agrandir comme ça parce que vous voyez pas tout l'écran. Mais en gros, hop. Je peux pas voir ça en grand. Insupportable.
Regardez ça. On va reprendre depuis le début. Regardez, à droite npx create React et à gauche Bun create React, donc qui utilise Bun. C'est un peu plus rapide quand même. Un peu beaucoup plus rapide. Un peu beaucoup plus rapide. Je crois qu'en fait ça va quand même plus vite. Vous voyez, il y a une légère différence de rapidité, quoi. Très légère. Donc voilà. Et non, ça n'a rien à voir avec du big data. Je crois que New Web, t'as un peu un problème à... Là, il n'y a aucune histoire de big data, là. Hein. On est juste en train d'installer les dépendances. Hein. Donc ça fait une grosse différence, parce que typiquement, ça peut sembler anecdotique de voir des améliorations de performance comme ça, mais en vrai, ça peut vite se cumuler au quotidien. Parce que si à chaque fois vous faites quelque chose, vous devez attendre, ben voilà. Donc bref, il y a plein de choses qui se font. Putain, c'est dommage, parce que... mais en fait, il a beaucoup tweeté, c'est normal, le truc est sorti il y a pas longtemps. Mais c'est vraiment bluffant, je trouve, de rapidité. Ça savait bien, Alexar, le problème de Node, installer des trucs. Ouais, notamment, ouais. Mais pour le coup, c'est assez chouette. Donc voilà, donc en tout cas, un autre truc aussi que ça veut dire, c'est que maintenant, il y a plusieurs runtime Node.js. Et ça, c'est cool. Enfin, du coup, j'utilise Node.js, je répète, je vais juste dire des runtime JavaScript côté serveur et côté client. Et ça, c'est cool. Ça change la vie de pas devoir partir se faire un chocolat chaud à chaque fois que tu veux lancer un build ou une install. Tout à fait d'accord, Aquarium. Et d'ailleurs, typiquement, c'est un bon exemple. Voilà, Amikia aussi en parle et voilà l'attrait. Rien que pour les builds sur la CI, plus les cours, plus tu économises. Notamment, bah ouais, il y a des gens qui payent à la minute des minutes de CI. Bah, si ça va plus vite, bah, tu gagnes de l'argent, typiquement. Est-ce que tu l'utiliseras pas pour un projet? Bah, j'utilise, je sais pas, faudrait que j'essaye, faudrait que je vois. Mais on fait quoi quand on a les outils rapides? Je ne suis plus habitué. Alors, il me semble que One Mugman, effectivement, a eu un peu trop l'habitude d'utiliser des outils un peu lents. Mais quand est-ce qu'on va faire des pauses café du coup? Mais c'est ça les vraies questions. Du coup, tu prends quand ton chocolat chaud? Et c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a une hype Node, mais au final, tout le monde reste sur mode. Et Node reste sur mode. Alors, par contre, tu t'es raté sur tes choses que t'écris, je pense, Marcel Patulacci. C'est dommage parce que j'aimerais bien savoir exactement ce que tu dis. Je pense sincèrement que oui, ça puisse être adopté parce que le gros avantage par rapport à Deno, en gros, c'est que en gros, avant Deno, enfin en fait, ceux qui avaient créé Node s'étaient dit tiens, on va pas refaire les mêmes erreurs que Node, etc., etc., donc on va faire Deno en Rust, etc. Très cool. Mais sauf que le problème de Deno, c'est que c'est pas compatible avec ce qui existe dans Node, tout l'écosystème Node. Donc en fait, c'est pour ça que Deno a eu une sorte de semi-hype, c'est-à-dire les gens font genre ah c'est cool que ça existe, mais je vais pas l'utiliser. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de choses intéressantes en vrai à faire. Et juste, c'était pas possible de l'utiliser au quotidien, sinon il fallait que tu redémarres tout ton projet. Là, l'idée, c'est vraiment de faire de quelque chose qui soit très compatible, qui soit potentiellement compatible 1-1 avec l'existant. Et je pense que, comme ils le disent eux-mêmes, hein, c'est encore une version 0.1, on en est au tout début. Voilà. Mais en vrai, ça fait une grosse différence. De se dire que bientôt, typiquement, je pense à des trucs comme Vite, par exemple, mais ça, j'en ai déjà parlé durant un précédent lundi.dev, mais Vite, c'est un bundler qui vous permet d'avoir donc la transpilation. C'est Webpack en gros fait par le mec qui fait Vue. Et donc c'est un Webpack beaucoup plus rapide, etc. Et de se dire qu'on a quelque chose qui permet d'aller plus vite pour faire ce genre d'outils, ça peut être pratique. Et du coup, Vite est déjà rapide, mais utilise encore du Node.js. Si on se dit que Vite plus Bun, ça permet d'aller encore plus vite, on peut avoir des accélérations de performance comme ça qui sont non négligeables. Alors, donc voilà, je voulais parler de Bun, plein de belles choses qui arrivent, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler à l'avenir, mais je suis très content qu'il y ait de l'activité sur ce sujet-là, parce que ça fait trop longtemps que tout l'écosystème JavaScript côté serveur s'habitue à des outils qui sont très 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 lents, et donc on ait quelque chose de plus rapide, enfin très 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 lent, non, c'est pas très lent, faut que j'arrête de dire ça, mais qui soit pas extrêmement rapide, et qu'on ait des choses un peu plus rapides, ça peut vraiment changer la donne, je trouve. À surveiller, tout à fait.
Et vivement Rome, ouais, mais alors Rome, ça faut qu'on en parle aussi. Hein. Rome, JS, hop, Rome Toolchain. Alors Rome, gros délire, hein, Rome. Ça ne s'est pas construit en un jour, oui, mais là ça devient quand même vraiment une vanne parce que là pour le coup, Rome c'est un ensemble d'outils créés directement euh, avec, la performance en tête et la simplicité en tête, etc. Et voilà, le but de Rome c'est de remplacer ESLint, Webpack, Prettier, Babel, etc. Le but c'est d'être un peu l'outil incroyable pour faire fonctionner du JavaScript, TypeScript, JSON, etc. Le truc c'est que ça fait un peu trop le café et que du coup ben c'est toujours pas sorti puisqu'ils avaient fait une V1 qui sont finalement revenus en arrière et tout et voilà donc ils en chient mais voilà, Rome un jour voilà ça va être un peu parfait mais on n'y est pas encore quoi. On n'y est pas encore. Euh, mais bon Rome on en reparlera à l'occasion quoi. C'est les mêmes packages que NPM, oui c'est le même mécanique que NPM, c'est tout l'avantage, c'est d'éviter justement de recréer tout un autre écosystème à côté. Ça c'est assez chouette. Et oui, Skeleton, je suis d'accord. L'identité graphique de Bun est très très chouette. C'est très cool. Enfin, ils se sont pas juste dit, voilà, on a fait d'autres trucs, etc. Il y a un vrai travail sur la marque. C'est con de dire, mais c'est bien d'avoir des outils où le nom est simple, où on trouve ce que c'est, etc. Et du coup, faire des vannes avec le nom, je trouve ça chouette. Alors, Zarget, on va voir, effectivement, ça va être un super couteau suisse qui fait tout pas terriblement bien. En vrai, Rome, il y a des très grosses ambitions, mais je trouve que c'est quoi. Et je suis d'accord avec toi, Jonathan, j'ai une super date. Ça fait j'ai une super dalle. On va enchaîner avec un petit point intéressant, tiens. Toujours, en fait, c'est entre tech et pas tech, mais si un peu tech. Je voulais vous parler d'une chose que j'ai redécouvert cette semaine. C'est un peu un avez-vous déjà vu, sans penser au cartoon rigolo d'Alain Chabat. Vous connaissez sans doute Stack Overflow. Stack Overflow, site ultra connu de recherche de questions. Si vous ne le connaissez pas en allant sur stackoverflow.com, vous avez sans doute eu des réponses à vos questions quand vous cherchez sur Google qui arrivaient sur Stack Overflow. Stack Overflow est géré par une boîte qui s'appelle Stack Exchange. En fait, c'est pas la boîte qui s'appelle Stack Exchange, c'est le groupement de sites qui s'appelle Stack Exchange, dont Stack Overflow est largement le plus gros, mais en gros, c'est un ensemble de sites où tu as des questions-réponses. C'est trop bien. Mais il se trouve, et les gens le savent peut-être pas, que alors là, par exemple, je viens de m'arrêter, voilà, parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de démarrer l'enregistrement. Ah bon, heureusement, normalement, Twitch, Twitch a l'enregistrement de son côté. Je suis un peu dagué. Pardon, mes excuses. C'est pour ça, des fois que je suis un peu perturbé, vous me voyez un peu partir dans le décor. C'est pas uniquement parce que je me réveille, c'est que des fois, je me rends compte de trucs. Voilà. Non, vous ne connaissez absolument pas. Vous êtes des développeurs professionnels exceptionnels qui n'aient jamais l'occasion d'aller sur Stack Overflow, quoi. Useless pour Haskell et PureScript, du coup j'y vais plus depuis longtemps. Oui. Salut d'ailleurs Will, hein. Enfin Five Story Pepper. Euh, donc Stack Overflow est un truc très cool. Et en fait il faut savoir que Stack Overflow est un site absolument énorme. C'est dans l'un des 50 sites les plus visités au monde je crois. Stack Overflow in top 10. Enfin, je sais plus comment dire, genre in big sites. Comment dire? In top sites. Y'a pas un truc genre. Voilà, c'est dans le top 100 des sites les plus visités au monde, c'est ça, selon Alexa. Bon, Alexa, c'est un peu pété, mais bref. Il faut dire qu'on avait un Stack Overflow personnifié pour ça aussi. Ouais, on avait la chance d'avoir un collègue, parce que du coup, on était anciens collègues avec Five Story Paper et One Bugman dans le chat. Et on avait des gens très très connus sur Haskell, quoi. Euh, Bref, et donc du coup, Stack Overflow, un énorme site. Et en fait, ce que j'ai redécouvert, c'est que en fait, Stack Overflow, donc, qui sert 1,3 milliard de pages par mois, en fait, euh, n'a que 9 serveurs. Voilà. C'est bien aussi de rappeler à des gens qu'on n'est pas obligé d'avoir du cloud absolument énorme pour faire tourner des sites. 9 serveurs, c'est pas beaucoup. 9 serveurs pour autant de monde. Alors, c'est des gros serveurs, attention, hein, mais quand même, 9 serveurs web pour faire tourner
un site aussi énorme. Je trouve ça incroyable. Et je mets la bossa nova de Sims pour en parler. Non, vraiment, je trouve ça assez incroyable. En fait, ça devrait pas être incroyable, ça devrait être normal, mais de se rappeler que, oui, en fait, t'as pas besoin d'énormément de frontaux pour que ça fonctionne. Donc en fait, ils ont 9 serveurs avec 64 Go de RAM, avec 5% d'utilisation de CPU, donc on n'est pas non plus sur des serveurs qui sont tués à la tâche, et qui répondent quand même à 300 requêtes par seconde. 300 requêtes par seconde, c'est beaucoup quand même. C'est très correct pour, ouais, pour 450 requêtes, je suis d'accord aussi. Hein. Oui, 64 Go de RAM sur chaque, oui. Mais c'est pas si étonnant quand tu commences. Bah, c'est Stack Overflow, ils peuvent se le permettre, je veux dire. Hein. Surtout quand t'as moins de serveurs, tu peux te permettre de les booster un peu plus. Quoi. Ils ont que 4 serveurs SQL, 4 serveurs de base de données, qui sont coupés en deux. Vous avez d'un côté Stack Overflow, d'un côté tout le reste. Alors là, par contre, ils ont beaucoup de RAM, hein, parce qu'on parle de 1,5 TB de RAM. Mais ça permet d'avoir des index qui sont tout en mémoire, du coup ça va très vite. Avec beaucoup de requêtes par seconde, hein, 11 000 requêtes par seconde. Avec 528 millions de requêtes par jour. De requêtes SQL, ce qui est badass quand même. Et ils ont 2 serveurs Redis. 3 serveurs liés aux tags, qui sont des histoires d'index, etc. pour les questions. Et 3 serveurs Elasticsearch. Et 2 HAProxy. Donc HAProxy, vous savez, c'est des load balancers. Ça permet de... Enfin, c'est principalement des load balancers. Donc en fait, ça prend les données, ça prend ta requête et ça l'envoie vers le bon serveur. Voilà. Et c'est tout. Voilà. C'est quoi le revenu pour payer ça? Alors, c'est très simple. Imaginons que je me pose la question, Haskell, oh là là, faut peut-être que je l'écrive correctement, Haskell, how to compare two numbers, voilà. Alors, compare two numbers in Haskell. En fait, tu vois là à gauche, il y a de la pub, mais en fait, si je désactive mon anti-pub, normalement, il va y avoir un peu plus de publicité. Il n'y en a même pas besoin de plus, mais à une époque, il y avait un peu de publicité, et surtout, ils ont ce truc-là qui s'appelle Stack Overflow Teams. Stack Overflow Teams, c'est en gros Stack Overflow, mais pour des technos spécifiques à ta boîte. Parce qu'en fait, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'une bonne manière de faire de la documentation, c'est de poser tes questions et de les répondre. En gros, tu as ton Stack Overflow en interne. Ça paraît complètement pété, mais je trouve ça incroyable comme idée. Et donc, en fait, ils te le font payer au bout d'un moment, quoi. C'est gratuit au début, puis après, ça te le fait payer. Jamais utilisé ça, mais je comprends tout à fait pourquoi c'est son attrait. Et en fait, ça marche très bien, et ça vend largement assez d'argent pour ça, quoi. Donc voilà. Stack Overflow a des très gros serveurs. Et tu dis, je sais pas s'ils vendent tant que ça, même si l'idée est géniale. Apparemment, ça va quand même vachement bien. Hein. Et les développeurs qui activent leur bloqueur de pub, oui, ça arrive en vrai. Hein. Et en fait, tu dis, pour acheter ça, mais en fait, il y a. Enfin, c'est pas beaucoup de serveurs, hein, les loulous. Hein. C'est même très 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 peu. Enfin, d'expliquer qu'un des sites dans le top 100 mondial qui sert 1,3 milliard de pages, avec un peu de... Enfin, il y a du dynamique dedans, c'est pas juste des pages avec rien dessus, quoi. Il y a quand même des trucs dessus. N'a besoin que d'aussi peu de serveurs que ça. Enfin, on parle de 20 serveurs à tout péter, quoi. C'est fou, quoi. Dommage, l'infographie présente pas l'architecture. Container, VM, les deux. Alors non, justement, ils sont très fiers de dire qu'il y a ni container ni VM. Hein. Enfin, il y a pas de VM dans l'affaire. Hein. C'est des vrais serveurs physiques. Squelette mou. Ils en ont parlé par ailleurs. Hein. C'est comme ça que je l'ai compris et c'est comme ça que je crois que je l'ai lu. Donc vraiment, Zarget, c'est pour ça en fait peut-être qu'ils s'insistent pas dessus quoi. C'est vraiment, je pense que t'as du Ansible pour les gérer à distance, mais c'est du bare metal. Et voilà, One Bugman qui souligne le truc drôle. Quoi? Ils scalent sans utiliser Kubernetes? Il n'y a pas une tonne de cache CDN qui aide. Alors il y a peut-être un peu de CDN qui aide, mais bon, le CDN c'est pas ça qui coûte très cher habituellement. Et en plus, je suis même pas sûr en vrai. Hein. Après, je sais pas si on le verrait directement dans le réseau, mais si, il y a du CDN quand même. Il y a carrément du CDN en fait. Mais bon, un CDN, bon, disons que c'est pas ça qui coûte des sous quoi, habituellement. Donc voilà, intéressant quand même en vrai. Bah, je sais pas, je voulais vous partager ça si vous saviez pas. Stack Overflow est un exemple de site qui est très gros et qui a pas besoin d'énormément de trucs dans le cloud. Ça rentre dans un rack quoi, quasiment. Donc voilà. Et alors oui, ils en parlent à la fin, ils programment en C#, principalement.
Qui n'a pas CDN une fois dans sa vie. Oui, non, mais en vrai, un CDN, maintenant, c'est devenu tellement une commodité que c'est plus vraiment un sujet. Après, sans vouloir réduire leur travail, j'ai pas l'impression que ce soit un produit très compliqué niveau fonctionnalité. Ah, quand même. Dans le sens, ouais, c'est simple, mais en même temps, tu vois, bah, t'as des tags, t'as les questions, t'as de pouvoir upvote, downvote, t'as de pouvoir trier, etc. C'est pas si vide, hein, je veux dire. Y a pas rien, quoi. Et vraiment, Squelette Mou, faudrait que je vérifie, mais là, je t'avoue qu'on va pas vérifier là entre deux trucs, quoi. Mais vraiment, il me semble que oui, c'est une machine, un truc, quoi. C'est assez ouf, ouais. C'est assez ouf. Sans vouloir réduire leur travail, j'ai pas l'impression que ce soit un produit très compliqué niveau fonctionnalité. Oui, c'est ça, on en a déjà parlé, mais non, je pense que c'est pas si dégueu. Voilà, donc ouais, je voulais vous partager ça, je trouvais ça intéressant. De quoi je voulais encore vous parler? Ah oui, je vais vous parler d'un truc marrant. Enfin, que je trouve marrant. Vous connaissez Serenity OS ou pas? Serenity OS, qu'est-ce que c'est? C'est un OS fait par des gens en mode, en fait, on le fait juste pour le fun. D'accord? Donc c'est un système d'exploitation fait pour le fun par des gens qui sont dit, on va bidouiller un système d'exploitation qui correspond un peu à ce qu'on a en tête des systèmes d'exploitation du début des années 2000, 2010 qu'on aime bien, quoi. Voilà, Serenity OS est une lettre d'amour aux interfaces utilisateurs des années 90 avec un cœur Unix qui ressemble un peu à l'Unix fait maison. Ça se veut très sincère en piquant des idées superbes d'autres systèmes. En gros, c'est le mariage entre l'esthétique de la fin des années 90 avec le côté complet, accessible aux utilisateurs avancés des années 2000. C'est un système pour nous, par nous, basé sur des trucs qu'on fait. Donc en gros, c'est. Voilà, alors. Five Story Paper dit ah, ils font un net baisé. Il y a un peu de ça, mais avec le côté vraiment en plus visuel qui va avec. Donc, exemple, ça ressemble à ça. Voilà. Donc, je pense que vous voyez la filiation assez logique avec les interfaces de notre enfance. Et c'est quand même assez chouette. Et donc, comme vous voyez, donc il y a évidemment de quoi faire des trucs. Il y a un explorer, voilà, il y a un menu, etc. Et là, vous voyez, il y a un browser. Il y a un browser. Comment ils ont fait tourner un browser? Enfin, un navigateur comme ça c'est difficile à. Enfin, c'est un navigateur tiers. Non, non, c'est leur propre navigateur. Parce que ces gens sont un peu dingos dans leur tête. Sympathiquement dingos dans leur tête. Et ils se sont dit, ben vous savez quoi, de la même manière que pour le fun, on a fait tout le reste, ben on va faire aussi notre navigateur. Et là, vous faites genre, what the fuck? Parce que créer son navigateur, c'est un peu. Comment dire? Démarrer la création d'un navigateur. Non, c'était il y a 3 ans, je crois qu'ils l'ont démarré. Comment vous dire? Faut avoir la foi, hein. Pas simple. Et en fait, ils l'ont fait. Ils ne savaient pas qu'ils ne pouvaient pas le faire, alors ils l'ont fait. En tout cas, ils essayent de le faire. Et je trouve ça très chouette. Et justement, donc là, juste tout ce qu'il y a dans Serenity OS, il y a plein de choses quand même qui sont gérées, et c'est assez fou pour un OS qui est géré, qui est fait dans le temps libre de la plupart des personnes. Enfin, c'est assez dingo, quoi. Les gens sont beaucoup trop motivés, tout à fait, Amicia. Il me semble qu'il y a une personne qui bosse dessus à quasi temps plein, financé par un Patreon, mais globalement, voilà, c'est quelqu'un qui fait ça tranquillement dans son coin. Je trouve ça trop chouette, quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il n'y a pas d'ISO pour installer le truc, c'est vraiment en mode genre non, non, compilez-le, démerdez-vous. C'est vraiment en mode genre on le fait pour nous, faites-nous pas chier, quoi. Et donc, eh ben, il y a des gens qui bossent sur. Donc, Ladybird, c'est le prototype de, de navigateur fait maison par Serenity OS, quoi. Et je trouve ça très drôle. Et tiens, je vais essayer de le traduire aussi, tiens, on est fou. Traduction finalement marche pas trop mal, donc autant en profiter. Essayer des sites web réels, ouais, bon, des vrais sites web, c'était dans ce sens-là, dans le navigateur Serenity OS. Salut les amis! Après la sortie récente de Ladybird, un prototype d'interface graphique de navigateur, enfin de navigateur d'interface graphique, écrit en C++ Qt à l'aide du moteur LibWeb, donc qui est leur propre moteur à eux, Serenity OS et plus particulièrement son sous-projet de moteur de navigateur ont de nouveau attiré l'attention sur Internet. Tout depuis l'habituel « Non, vous pouvez pas faire de navigateur web à partir de zéro !» Et pourquoi? Ouais, ISO, c'est genre why ISO, pourquoi tu fais ça? À l'excitation, et notamment Haze Online, donc qui est un. C'est le 20 minutes, on va dire, allemand,
qui a écrit que ils sont en concurrence avec Google, donc ils ont un peu... Bon, voilà. Et bien que ce soit pas un objectif que nous nous fixions, c'est un objectif noble. Je sais mieux que de m'engager avec les commentaires négatifs, mais cela a suscité mon intérêt à voir où est-ce que nous en sommes actuellement en termes de convivialité. Maintenant, étant l'un des développeurs, je teste évidemment les sites web tout le temps. Mais d'un côté, les développeurs navigateurs aiment les cas de test artificiels, les boîtes colorées, les lorem ipsum ou le tristement célèbre Border Radius Shadow Egg. Alors oui, ça mène à un truc assez rigolo, vous allez voir. Attendez, il faut que je... L'original. Le problème, c'est que par défaut, il traduit aussi les liens sur lesquels je clique, c'est pas souvent ce que je veux. Un exemple de test que doivent faire les navigateurs, les nouveaux navigateurs qui démarrent. Genre, il faut que les différents box shadow ressemblent à ce que ça sait être sur, par exemple, Chromium, pour s'assurer que ça rentre bien. Et ils deviennent fous, quoi, parce que ça ressemble à rien, ces trucs-là, mais bref. Donc c'est un des exemples de trucs qu'ils doivent tester régulièrement. Il est beaucoup plus facile de faire en sorte que des blocs de construction individuels fonctionnent bien par eux-mêmes que de les combiner dans un site web moderne. Pour rendre les choses les plus difficiles, je vais seulement essayer les pages de destination de connexion, donc les logins, etc., qui sont généralement beaucoup plus complexes que les pages texte dans une boîte moyenne. Donc, en gros, il va être sur les landing pages, les pages de login qui sont souvent un peu fancy, et c'est pas juste des tweets où c'est un peu plus simple, quoi. Police personnalisée, nombreuses images, mise en page complexe, etc. Ah oui, en plus ça marche bien pour le coup, la musique qu'on a effectivement, Céleste pour ça. Installé. Je ne suis en aucun cas préparé à cela, j'utilise simplement... Oui, il a pas fait de truc particulier pour ce qui suit, il a juste utilisé une version actuelle de Serenity, quoi. Pour comparer le résultat, j'ai essayé avec Firefox 101 sur Fedora, donc le navigateur Gecko. Voilà, pour m'assurer que je reçois le même contenu. Il a même changé la manière dont Firefox s'annonçait en se mettant en Serenity OS, etc. Voilà. Par exemple, Google montre une version legacy de son site quand il le fait. Toutes les pages ont été visitées via une connexion VPN aux États-Unis. Et alors, vous allez voir, c'est marrant. Par exemple, Amazon. Donc, Amazon sur Firefox, Amazon dans leur navigateur. Bon. On n'y est pas trop encore. Mais c'est marrant. Ils ont fait leur propre navigateur et on voit des trucs déjà. Hein. Genre, on voit le logo Amazon. On voit presque des trucs qui marchent presque. Un peu. Je trouve ça marrant. Qu'est-ce qu'on a Apple. Donc Apple comme c'est censé être. Bon. Alors ce qui est marrant, c'est que le seul truc qu'on voit, c'est la bande UNICEF, alors que c'est pas du tout le reste du contenu. Voilà. On voit, c'est quand même écrit iPhone 13, votre nouveau super pouvoir, mais on voit rien d'autre, hein, globalement. Voilà. Oui, c'est la traduction, un pomme, cherchez pas. Ils sont complètement bourrés, c'est classique. C'est Google Translate qui sait pas de quoi il parle. Ensuite, Bing. Donc Bing sur Firefox. Bon, bah là, il y a juste l'image de fond. Discord. Bon, bah, ça c'est censé être ça. Bon, bah là, Discord, on est quand même pas si loin du truc réel, hein. En vrai. Canard allez, donc DuckDuckGo, évidemment. DuckDuckGo, comment c'est censé être. Là, c'est... Bah, c'est dommage, on n'a pas l'image, quoi. eBay, sur Firefox. Bon, là, c'est pas exactement pareil. Puis en plus, les couleurs changent, je me sens que c'est aléatoire. Mais ouais, on est un peu loin. Hein. Facebook, c'est censé ressembler à ça. Et ben, on a bien la boîte de dialogue, mais on n'a pas les images, etc. Globalement, c'est les images qui déconnent. Fairphone. Donc là, on voit sur Firefox. Et là, on voit Fairphone en énorme. Donc au moins, c'est bien, il arrive à bien afficher l'image presque. Le A déconne, mais voilà. Mais sinon, ça déconne. La page met en évidence un support SVG, bien qu'il manque la plupart des A. Framework, qui est une marque de PC. Bon, bah là encore, hein, ça déconne pas mal. Enfin voilà. Et Google. Et ben en fait, ça ressemble bien. Alors, comme il l'explique en dessous, en fait, il teste régulièrement avec la page d'accueil de Google pour voir si ça marche. Donc, c'est pour ça, quoi. Et ça marche presque parfaitement, je suis d'accord avec eux. En vrai, ça commence à ressembler très 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 proche à ce qu'on veut, quoi. C'est pas parfait, mais bon, en vrai, moi je trouve ça fou, hein. Ça fait 3 ans qu'ils bossent dessus, ils commencent vraiment à avoir un truc qui ressemble à quelque chose, quoi.
Le fait qu'ils ne nous servent pas à l'interface utilisateur de recherche moderne aide probablement un peu. Oui, bah, bien sûr. Instagram, attention, c'est incroyable. Instagram sur Firefox, Instagram sur le browser de Serenity. Bon, bah, ok, cool. C'est pas beaucoup, hein, c'est un peu sobre, on va dire. Et le propre site internet de linux.dev sur Firefox. Et on voit 2-3 trucs, c'est pas parfait, mais voilà, c'est un bon début. Microsoft. On a des idées quand même, ça ressemble un peu. Netflix, bon, là, bon, ils s'attendaient pas à grand chose, et donc, bon, bah, il est pas trop déçu. En vrai, il y a de l'idée. Hein. Réagir. React. Bon, alors React, par contre, ça devient n'importe quoi, parce que la page d'accueil de React, bah, ressemble à rien pour le coup. Ah, React, comme bibliothèque, fonctionne déjà assez sur d'autres pages, donc voilà. Samsung, c'est le même délire. Enfin bref, je sais pas tout que vous voulez faire, mais vous avez compris le principe, quoi. Donc, voilà. Ah, Wikipédia. Ouais, Wikipédia, c'est pas mal, sauf l'image du centre. Pas si loin. Alors, YouTube, il y a littéralement rien, quoi. Parce qu'il manque une des fonctionnalités de l'outil 7 ans, donc voilà. Comme vous l'avez remarqué, je note assez favorablement. Oui, parce que j'ai pas vu les notes, mais il donne des notes complètement. Enfin, genre, il met 4 sur 5 alors que la moitié des trucs qui marchent pas. Enfin, bref. Comme vous l'avez noté ici, je note assez favorablement ici, en gardant toujours à l'esprit qu'il s'agit d'un moteur à partir de 0 qui vient d'avoir 3 ans. Principalement développé par les amateurs durant leur temps libre, et Andreas qui, lui, bosse un peu plus tout son temps, quoi. Les deux fonctionnalités les moins performantes sont clairement les images qui n'apparaissent pas de manière cohérente, ce qui peut aller de l'utilisation de méthodes pour les charger et appliquer que nous prenons pas en charge, à l'utilisation de formats que nous ne pouvons pas décoder. Des polices personnalisées pour les mêmes raisons. Voilà. Donc voilà, je trouve ça quand même très chouette qu'il y ait des gens qui, pour le fun, font un navigateur et au bout de 3 ans, bah, arrivent presque à rendre des pages alors qu'on sait que ça s'est vachement complexifié avec le temps, quoi. Je trouve ça quand même. En fait, il y a un côté très, comment dire, poétique à ça. Des gens qui, pour le fun, font des trucs. Mais salut Pitvi, à bientôt. Ça, on va bientôt finir, hein. C'est bientôt fini. Ouais, je trouve ça très chouette de voir que ouais, il y a des gens qui continuent à s'amuser à faire un navigateur. Et ça me donne l'occasion de rappeler hein, que WebKit a démarré un peu de la même manière. Hein. WebKit, c'est des gens dans leur garage qui se sont dit chez KDE, tiens, on va faire notre propre moteur, et ils l'ont fait, et ça marche quoi. Donc en vrai, ça commence comme ça peut donner un vrai navigateur à long terme. Bon, en vrai, j'y crois pas pour plein de raisons, mais je trouve ça quand même chouette que ça essaye. Quoi. Je sais pas à quel point vous avez vous aussi de vos côtés vos side projects un peu foufou. Moi, j'en ai pas tant que ça. Enfin, en fait, j'ai plein de petits side projects, mais j'ai pas de truc aussi dingo que je vais créer un navigateur, quoi. Je trouve ça, je trouve en fait surtout que c'est un engagement qui est quand même assez fort de se dire, bah tiens, je vais aller jusqu'à enregistrer. Pardon, enregistrer. Parce que je pensais à l'enregistrement que j'ai pas fait. C'est pas grave, normalement c'est enregistré directement sur Twitch, mais ça m'inquiète toujours. Je trouve que c'est quand même un gros engagement qui est quand même non négligeable. Mes chers amis, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Parce que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais. En fait, j'ai plein d'autres liens, mais je me dis que je vais pas me lancer dans un truc alors qu'il reste 10 minutes, c'est un peu dommage. Et je vais pas me lancer dans du dev alors qu'il reste littéralement 10 minutes. Donc on va repasser un peu en mode discussion. Ouais, désolé Ridel, j'arrive à la fin. Mais attendez, ceci dit, c'est l'occasion de vous rappeler que vous pouvez retrouver, et ça j'en parle à chaque fois, mais c'est bien de le rappeler aussi, que sur lundi.dev, vous pouvez à chaque fois retrouver tous les liens dont on parle. Et donc à chaque fois, je fais l'effort d'aller chercher tous les liens pour les remettre à disposition pour que vous puissiez aller lire les articles originaux, etc. Et aussi, j'en profite, vous pouvez retrouver lundi.dev sur YouTube avec même des chapitres et tout. Voilà. Si à un moment vous dites ah mais il en a parlé à un moment, bah, vous pouvez le retrouver directement. Voilà, normalement c'est fait proprement et tout. Donc voilà. Rappelez qu'il y a barbecue mardi soir. Eh ben bon à savoir Hugo. C'était très chouette. Bon bah c'est cool que ça vous ait plu. Je pense à Captain Peloche, c'était la première fois, mais merci à vous tous de venir dans tous les cas le lundi matin. Vous le savez, tous les lundis matins je fais ça. N'oubliez pas que c'est pour vous.
mais que c'est pas pour vous en même temps. C'est-à-dire que je le fais parce que je suis ravi de le faire pour vous, mais en même temps, je suis ravi parce que ça me force à me lever. Donc c'est ça qui est cool. C'est un des bonnes incentives. Qu'on soit 5 ou comme ce matin une trentaine, je suis trop content. Parce que voilà, ça nous permet de nous rester au courant de ce qui se passe, à la fois en tech, tout ce qui est niveau tech, dev, et puis aussi de l'environnement, hein, puisqu'on a quand même parlé aussi l'UE qui en chie pour investir dans les startups par elle-même, hologrammes et règles qui vont taper sur les GAFAM. Donc on a quand même parlé de plein de choses. Et ça c'est chouette. Et j'aurais pas dû fermer tous ces liens parce que maintenant je vais enchaîner pour retrouver mes liens. C'est pas grave. Mes chers amis, à très bientôt. Je vais essayer de vous envoyer vers quelqu'un, sachant qu'avant il y avait Canard PC qui faisait leur live stream le lundi midi, mais ils ont arrêté parce que c'est les vacances. Donc je sais pas chez qui je vais vous envoyer, mais au pire, bon, c'est pas très grave. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve durant la semaine. J'ai pas fait de live la semaine dernière, mais là, je pense peut-être refaire un live cette semaine. Parce que voilà, j'ai 2-3 projets sur lesquels j'ai envie d'avancer, dont certains j'ai parlé sur Twitter. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitter aussi, où je shitposte beaucoup, mais en même temps, c'est ça qui est marrant. Et puis voilà. Allez, je tire pas en longueur, ça sert à rien de traîner en longueur. Je vous souhaite une excellente semaine dans tous les cas. Profitez bien. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Sinon, profitez bien de votre semaine. Et à bien vite. Ciao!